sur Meetup. C'est prêt? Ouais, c'est bon. Super. Merci à toutes et tous d'être venus sur ce meet-up en mode de table ronde. Donc effectivement, on va parler WooCommerce avec 3 intervenants. Normalement, on était 4, mais le dernier, cette période de froid est un peu malade. Donc malheureusement, on n'a pas pu venir. Principalement, on va aborder les différents points de WooCommerce. D'abord, rappeler ce qu'est WooCommerce, pour ceux qui ne sont pas totalement au point. Ce qu'on peut faire avec, les différentes fonctionnalités. Un petit peu aussi voir peut-être par rapport à la concurrence, voilà, par rapport à du PrestaShop ou autre. Et puis on parlera aussi sûrement des retours d'expérience et puis des différentes fonctionnalités. Voilà. Donc je vais d'abord laisser chacun de nos intervenants se présenter et puis ensuite on entamera la discussion. Alors, Stéphanie Vachon, je suis intégratrice développeuse, exclusivement sur WordPress. Je suis à mi-temps à l'agence 16 et je suis à mi-temps en freelance aussi à côté. Voilà. Daniel Rock, consultant SEO, consultant WordPress. Je suis spécialisé dans le référencement de WordPress et pour rapport à mon expérience sur l'agence SEMix, on travaille pas mal avec le site e-commerce comme WooCommerce. On décortique un peu le sujet. Et Willy Bahuot, je suis développeur spécialisé sur WordPress et je travaille en indépendant, je suis arrivé au feu. Et je fais pas mal de e-commerce aussi, souvent des e-commerce un petit peu tordus, qui ne sont pas natifs, donc à développer pour vraiment tordre l'outil aux besoins des clients. Je me présente aussi. Simon Janin, je suis développeur intégrateur WordPress au sein de l'agence Semantica. Voilà. Qui connaît déjà WooCommerce parmi vous? D'accord. Qui a déjà touché un peu au code de WooCommerce ou développé des thèmes compatibles WooCommerce ou Ok, regardez. Mauvaise expérience ou pas? Non, pardon. Bon, On continue. Ok. Qui veut bien rappeler ce que fait à peu près WooCommerce? Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça donne? WooCommerce, du coup, c'est un plugin WordPress qui s'occupe de monter une boutique. Parce que nativement, WordPress ne fait pas de e-commerce. C'est une des solutions proposées sur WordPress pour ça. Mais il y en a d'autres. Il y a eShop, non pas eShop. Non, tu parles de plugin? Non, plugin, ouais. GigoShop. Il y a GigoShop, c'est ça. Il y a un fork de WooCommerce. Ouais, il y a Easy Digital Downloads. Voilà. Il y en a pas mal. Mais WooCommerce est quand même un des plus aboutis historiquement. Et surtout, il a été racheté par Automatic il y a 1 an et demi, qui est la société qui dit wordpress.org.com. Et du coup, il y a beaucoup plus de développeurs, ça avance très vite. Et c'est un des outils e-commerce le plus complet sur WordPress. En France, c'est une solution qui est relativement récente. Mais si on regarde au niveau mondial, c'est quand même une des plus grosses solutions, parce que historiquement... C'est plus de 50% de part de marché mondial sur les boutiques e-commerce. Voilà, c'est les États-Unis dans le monde. quand Donne un ordre d'idée. En France, on a beaucoup PrestaShop qui est mis en avant, chez les clients, chez les annonceurs, chez les agences, etc. Et au niveau international, e-commerce est en croissance. Tout comme WordPress est en croissance d'ailleurs aussi par rapport aux autres CMS. Je parle en termes de part de marché. Et justement, qu'est-ce qui va le différencier de ses concurrents? Je crois que c'est son écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est une solution qui est assez ancienne et où il y a beaucoup de développeurs et beaucoup de gens l'utilisent du coup, et du coup il y a beaucoup de sous-plugins en fait. Et ce qui fait qu'on trouvera plus facilement des outils pour faire exactement ce qu'on veut sur WooCommerce parce que la communauté est plus grande en fait. Tout simplement. Je crois que c'est ça qui se démarque principalement. Encore, il y a ça. Il y a le fait que WooCommerce est une extension d'un CMS qui est à la base dédié plus sur la gestion du contenu, ce que vont pas faire les solutions concurrentes. Vous installez PrestaShop, vous installez Magento, vous n'aurez pas toute cette partie gestion de contenu, gestion éditoriale, qui va être beaucoup plus complexe à implanter dedans. D'ailleurs, par expérience, nous sur certains clients, on se retrouve avec un WordPress pour faire le blog et un PrestaShop ou un Magento toujours à la boutique. Et pour le coup, c'est très compliqué de... Enfin, c'est très compliqué. Ça augmente les coûts d'interfacer les deux. Et donc effectivement, comme le disait Willy, en fait, on va avoir l'extension qui va avoir plein d'autres greffons en fait, de mini-extensions pour rajouter des fonctionnalités.
plus bénéficier de toutes les autres fonctionnalités des autres extensions de WordPress. Vous avez une extension pour informer leur contact, une extension pour faire un slider, une extension, donc vous allez pouvoir la réadapter directement dans WooCommerce, ce que vous aurez moins sur un PrestaShop ou un Magento. Vous m'arrêtez si j'ai une connerie. Non, Non, c'est c'est bon. c'est vrai que c'est aussi un combo qui est plutôt sympa d'emblée d'utiliser effectivement un e-commerce et WordPress. Enfin, surtout que pour des, je dirais, du e-commerce, on va dire, parce que souvent il y a le choix de e-commerce, la grande question à chaque fois c'est un peu est-ce que vaut mieux partir sur un PrestaShop ou un e-commerce, sachant que y en a qui vont dire ouais mais pour gérer un certain nombre de produits vaut mieux passer sur PrestaShop. Moi je trouve pas, à partir du moment où de toute façon on utilise une base de données, que ce soit l'un ou l'autre, je vois pas trop les limites qu'il peut y avoir. En fait, c'est une crainte qui est, enfin, je te rejoins aussi là-dessus. Beaucoup de gens, c'est WordPress et e-commerce, c'est pas fait pour une grosse boutique, c'est fait pour une petite boutique quand on a 15-20 produits, mais si j'ai un catalogue de 3000 fiches produits, e-commerce n'est pas adapté. Et là où en fait, c'est la problématique de e-commerce et de WordPress, c'est que c'est un CMS et une extension qui se développe tellement vite que vous avez beaucoup de gens qui se mettent dessus, beaucoup de gens qui ne se forment pas assez dessus et qui font n'importe quoi. Typiquement, qui vont mal coder un thème, qui vont mal le paramétrer, qui vont choisir un hébergeur pas cher, etc. Et qui vont dire après, bah, ça rame, ou c'est pas sécurisé, etc. Et en soi, c'est pas l'outil qui pose problème, c'est plutôt la personne qui est là. Vous auriez le même problème sur un PrestaShop, hein. Vous prenez un mec ou une nana voilà, qui vont faire un très bon développement sur PrestaShop, le site sera parfait, et la personne d'à côté qui connaît rien, qui va installer rapidement, va faire un site catastrophique. Bon, après, ça ne veut pas dire que l'e-commerce n'a pas de limite, il y en a. Il faut juste connaître vraiment, enfin arriver à baliser son projet et savoir si l'e-commerce peut répondre. Par exemple, si on veut gérer nativement du multi-boutique dans l'e-commerce, ce ne sera pas possible. Passer sur un Magento ou un PrestaShop pour le faire. Du multi-devise, ça se fait, mais c'est pas natif non plus. Donc voilà, il faut réfléchir et peser si tout ce que vous voulez faire pour votre projet e-commerce, c'est faisable dans l'e-commerce. Je pense. Mais c'est quand même une super extension, on peut vraiment la top. Il faut délimiter vraiment les besoins au départ parce que effectivement il y a beaucoup de plugins, il y a quand même beaucoup de plugins payants aussi. Donc après il faut aussi faire attention, enfin PrestaShop a quand même pas mal de plugins natifs aussi. Donc à un moment donné il faut aussi faire un rapport entre le budget, enfin il faut vraiment faire un cadre des besoins, des besoins précis parce que va se poser la question de la passerelle de paiement, va se poser la question de je sais pas, la fonctionnalité, souvent c'est tiens, si je vends des lots de produits à des prix dégressifs, bah voilà, il faut commencer à réfléchir à un plugin, parce que nativement il ne le fait pas. Donc c'est toutes ces petites questions-là qui fait que on va être sur du plugin, bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça. On peut avoir une enveloppe supplémentaire à WooCommerce quand même qui n'est pas négligeable. Donc il faut vraiment poser tous les besoins sur la table. Notamment effectivement des devises, des frais de livraison, par quel type de fournisseur au niveau de la livraison. L'expédition, toutes ces choses-là. Et parce que on peut vite, ça peut vite dépasser une certaine enveloppe pour peu qu'il y ait un thème graphique à travailler. C'est pareil, une base de données intégrée aussi, puisque souvent les clients ils ont une base Excel. Des images qui ne sont pas nommées. Tu penses par exemple aux connexions si on veut gérer ses stocks avec un outil externe. Ça aussi, souvent c'est la connexion. ERP, CRM, voilà. etc. Donc il n'y en a pas beaucoup, vu que c'est une solution qui est américaine à la base, tout ce qui est solution pure française, c'est pas encore développé. Ça va. Ouais. En gros, tout est faisable sur WooCommerce. C'est juste qu'il y a des choses qui seront déjà prêtes dans les plugins et d'autres choses qui vont être sur du développement spécifique. Donc si vous ne faites pas effectivement votre cahier des charges initiales, même si vous ne voulez pas lancer tout en même temps, vous dites voilà, dans 2 ans je veux telle fonctionnalité, vous allez vous retrouver après bloqué ou à faire de mauvais choix techniques qui vont impacter après votre développement. Je vais juste repréciser, si jamais vous avez des questions pendant que ça discute, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. C'est un format table ronde. Donc, oui, voilà, si vous voulez nous faire bénéficier soit de vos retours d'expérience, soit de conseils d'un plugin que vous avez déjà utilisé, qui ressort parmi les fonctionnalités soit ou autres. Des accords, hein, ouais, voilà, enfin ça peut être ça aussi. Partir en claquant la porte.
Voilà. Faites attention à la porte. J'en ai une d'ailleurs. Oui. Sur la TVA, Mhm. donc c'est un truc, une spécificité française, enfin il y a peut-être des équivalents à l'étranger, mais du coup c'est très local. Est-ce qu'il y a des... Donc ça fait partie d'un sous-plugin à WooCommerce pour le... Non. Ou pas, je sais plus. Dans la gestion de la TVA, en c'est fait, natif dedans. Ouais. Dans... On a les taux de taxes, après on applique des taux de taxes à différents produits. On peut dire celui-là il est à 0%, celui-là il a 10, celui-là il a 20. Mais c'est à toi de gérer, par contre, de déposer tes taux de TVA. Je veux dire, c'était 805 ou 10. Enfin, en tout cas, c'est pris en compte. C'est pris en compte, tu peux mettre tes taxes, et c'est à toi de définir les taxes françaises. D'accord. C'est pas mal. Dans les autres solutions aussi, en général, c'est à toi de le faire. Ouais, sûrement. Donc il faut mieux se renseigner auprès de son expert comptable pour être sûr de ce qu'on fait au niveau des TVA. Surtout que des fois, après, ça peut être très compliqué entre les gens qui achètent à l'étranger. Donc ça dépend aussi après de la cible potentielle de sa boutique. Mais nativement, après, ça va avoir taxe, si tu as un client d'entreprise, tu peux le faire. Mais de toute façon, c'est vrai qu'avant de commencer un projet e-commerce, c'est important de se renseigner du cadre légal parce que de toute façon, il y en a un qui en plus de ça est encore plus rigoureux depuis 2-3 ans, je crois, et qu'il y a une loi qui est passée notamment sur les ventes par correspondance, etc. Donc du coup, il y a quand même des choses voilà, qui sont indispensables et bien encadrées par rapport à la loi. Donc c'est pas Facturation, par exemple, tout ce qui est édition de facture. Des choses même plus spécifiques, en fonction de votre secteur d'activité, vous avez aussi des taxes supplémentaires. Vous faites par exemple de la vente de matériel informatique, vous devez aussi réappliquer une taxe supplémentaire, des coparticipations, etc. pour recycler vos produits, etc., etc. Donc tout ça aussi, il faut y penser pour vérifier si ensuite le commerce vous permet ou non de le faire. Et ça, c'est chaque secteur d'activité qui va être différent, donc à vous de vous renseigner sur ce que vous pouvez faire ou pas. C'est pas au développeur du site de penser des choses propres à l'entreprise. Ça dépend Là, je combien vous le comprends payez. le détail. En fait, tout dépend jusqu'à quel point sa prestation va. Des fois, on va embaucher quelqu'un pour juste faire l'intégration ou juste faire le paramétrage. Et des fois, on va prendre un prestataire pour faire tout l'accompagnement qui va avec. L'accompagnement stratégique, l'accompagnement sur le design, sur l'économie, sur la stratégie, etc. Et en tout cas, c'est juste ça, en fait. Ça dépend à combien vous payez, quel est le temps qu'il va consacrer à votre projet. Ouais, Mais c'est aussi au développeur d'alerter sur certains sujets. Parce que voilà, il y a quand même pas mal de clients qui viennent avec une idée un peu on va faire un site e-commerce, on va tout par là. Sauf que à un moment donné, il faut aussi qu'ils posent qui eux se préparent en interne. Ne serait-ce que dès qu'on aborde le sujet des services après-vente, là il n'y a plus personne quoi. Et sauf que le service après-vente, ne serait-ce que, je sais pas, une commande qui s'est pas bien passée, un client pas satisfait, comment se passent les retours livraison, etc. Et il y a beaucoup de clients, ils se disent non mais on va mettre ça dans les mentions légales et puis ça y est quoi. Mais sauf que non, c'est aussi à nous d'alerter en disant attention, c'est pas si simple que ça, est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que... Enfin voilà, ou même les questions avec le RP. Il y a plein de clients, limite c'est souvent même en plein milieu du projet qui vont commencer à dire oui par contre la connexion du stock sur le RP ça se passe comment? Et là d'un coup, si eh bien je ne sais pas, tu vas demander simplement de faire l'intégration du thème et d'installer le plugin. Et parce que la personne s'est dit dans sa tête, une fois que le plugin est mis, ça va être tout automatisé, je sais pas, on va juste mettre qu'on a tel logiciel et puis ça y est, c'est magique. Et non, en fait, c'est aussi à nous de dire attention, ça, est-ce que vous avez pensé à ça, Et moi, je sais que, je sais pas vous, mais moi, je préfère qu'un client lui dire non, qu'il réfléchisse, qu'il pose bien les choses, qu'il revienne, ou effectivement, on prend du temps avec lui, on est payé pour, et voilà, mais faire un projet sans trop savoir où est-ce que ça va, ça peut être vite compliqué, quoi. Donc c'est important de aussi alerter, au moins, même si on n'a pas forcément les réponses, au moins alerter le client à se poser les bonnes questions. Ouais, en tout cas, en plus, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est que la plupart des prospects, des gens qui veulent des sites e-commerce, qui les demandent, ils ont toujours un schéma d'utilisation parfait. Je passe une commande qui est parfaite, je rentre un bon numéro de carte de crédit, j'ai aucune erreur, j'ai le produit en stock et tout. Le client est content. Et ne se pose pas du tout la question de dire tiens, mais comment WooCommerce gère si ça merde, si j'ai pas de stock, si le prélèvement ne sait pas, il a été révoqué, des choses comme ça. Si j'ai pas un bon retour du côté de la banque par rapport Voilà. au paiement. Et donc ça, effectivement,
c'est des questions que doivent se poser les développeurs quand ils intègrent des sites e-commerce avec WooCommerce. Ne serait-ce que savoir à quelle banque va être utilisée, par exemple. Parce que toutes les passerelles bancaires ne sont pas facilement intégrables, ou il peut y avoir des particularités, ou s'il y a multi-paiement par exemple, ou des choses comme ça, ou un service d'abonnement, ou des frais de remboursement, voire même des acomptes, parce que je sais que ça se fait aussi, des pourcentages spécifiques sur un achat, etc. Voilà, c'est des questions toutes bêtes, mais il faut savoir quel service bancaire il y a derrière et comment le contrat il est fait, parce que ça peut être problématique aussi par la suite, quoi. Donc délimiter son projet, c'est vraiment une partie importante. En résumé, faites un cahier des charges. C'est ça. C'est le meilleur moyen de tout poser, en fait, de mettre par écrit tout ce que votre site devra faire ou ne pas faire et comment il doit faire, de manière à ce que nous, en tant que développeurs, on puisse dire ça c'est faisable facilement, ça c'est compliqué, ça demande un développement spécifique, ça attention, c'est pas légal, ça attention, ça va être compliqué à faire. Ça c'est hyper galère à faire, alors que si on faisait juste ça, qu'un tout petit peu différent, ça serait natif. Ça voilà, c'est un conseil aussi qu'on peut donner à n'importe quel projet web. Si vous n'êtes pas carré sur votre cahier des charges et l'expression de vos besoins, tout le projet de toute manière ne marchera pas. Par expérience, ça ira dans le mur, ou alors ça bloque les coûts, ou les délais, ou tout ce que vous voulez. Un meilleur cahier des charges peut permettre aussi une meilleure estimation au niveau du devis. Suivant, des fois quand on n'a pas trop d'informations, on a tendance à plutôt une fourchette haute ou haute, enfin voilà, parce qu'on n'a pas toutes les informations, et on n'a pas l'ensemble du périmètre, ce qui fait que ça peut être des fois problématique. Ces fameuses demandes de devis, combien pour un site e-commerce? C'est ça. Voilà. Multilangue et... Multilingue, multisite. Multilangue, multisite. Enfin voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou non, pour l'instant c'est ok. Alors là on a fait la partie fonctionnalité, mais arrive la partie un peu technique, c'est-à-dire comment justement va s'intégrer WooCommerce au sein de notre template WordPress. Comment au-delà de l'installation, donc j'ai installé le plugin, tout va bien, mais si jamais voilà, j'ai besoin de customiser certaines pages, etc. au niveau du templating ou autre, comment ça se passe? D'accord. Comment on greffe WooCommerce à son thème? En fait, par défaut, WooCommerce, si on l'active, il a des templates qui vont s'insérer tout seul dans le thème, en fait. Ça va être avec des styles un petit peu WooCommerce, ça va être marqué. Si jamais on veut l'intégrer, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Il y a, je ne sais pas si vous avez expérimenté plusieurs façons de faire, vous, mais il y a soit l'héritage des templates de WooCommerce, c'est-à-dire que WooCommerce, à la racine du plugin, il y a un fichier c'est WooCommerce, je crois, d'ailleurs, qui est plein de templates. Et on peut très bien prendre ce dossier, ou en créer un dossier WooCommerce dans son thème, et réécrire des templates avec le même nom, qui prendront la main sur les templates natifs de WooCommerce. Ça, c'est une façon de faire. Ça parle à tout le monde, le système de template dans WordPress de thème, ou ça reste un peu vague pour certains? Ça reste un peu vague. Ça va, à peu près. Voilà. C'est qu'en fait, WooCommerce a le moteur, et puis il y a des fichiers qui servent uniquement à l'affichage, qui vont coder un peu tout le marquage HTML fonctionnel du site. Et donc ces fichiers, des fois, on ne veut pas que les balises soient dans tel ou tel ordre. Donc on peut effectivement copier un fichier, le mettre dans le thème, et puis c'est le fichier du thème qui prendra la main. C'est pas la bonne façon de faire, je pense, parce que ça tient très très mal les mises à jour de WooCommerce. WooCommerce a des mises à jour fréquentes, et les fichiers que vous aurez déposés dans votre thème, il faudra les garder à jour. Donc rajouter les nouveaux filtres, les nouvelles fonctions qui auraient pu être déposées dans ce template. Une autre façon d'intégrer bien WooCommerce à son site, c'est d'utiliser des filtres. WooCommerce est un plugin WordPress. Il utilise aussi le système de filtres. Alors je ne sais pas si ça vous parle, les actions des filtres. Alors c'est un mécanisme de base de WordPress qui permet à n'importe quel code PHP en fait de venir surcharger le fonctionnement natif de WordPress. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la documentation au niveau des add actions et add filters. Et donc WooCommerce, on est blindé, on a beaucoup. Et le fait d'utiliser ça pour améliorer des comportements, l'affichage de WooCommerce, c'est quelque chose de beaucoup plus périn. Ça va beaucoup mieux supporter les mises à jour. Par exemple, WooCommerce affiche votre panier, vous dites quand vous affiche votre panier, vous avez besoin d'une fonctionnalité supplémentaire ou de changer l'ordre. Vous greffez en fait sur ces filtres
dans le fil, vous dites, ben voilà, le comportement natif de commerce ne plaît pas, j'applique ma petite fonction PHP et je renvoie moi, le vrai rendu que j'attends. Et comme ça, je peux surcharger proprement. Voilà. Et du coup, tu peux faire ça si tu changes l'architecture de ta page. Tu fais n'importe quoi, tu mets 2 colonnes latérales, là du coup, tu es obligé de modifier la template. Non, Non, tu peux le faire avec des filtres. que- Il y a des astuces, enfin, ils sont vraiment bien placés les fils de WooCommerce. Donc sur les comportements ponctuels, tu peux faire ce que tu veux. Toi par exemple, c'est de dire voilà, j'ai vu modifier l'ensemble du gabarit. Tu peux quand même mettre des filtres, mais il va falloir faire ce que j'appelle des ponts, mais je ne saurais pas comment dire autrement. C'est-à-dire, tu es développeur, plutôt intégrateur. plutôt intégrateur. Tu vois les fonctions OBStart de tes OBN. Ouais, j'ai déjà vu, mais je veux pas. Voilà. En gros, c'est qu'on défaire la sortie d'affichage de PHP. On dit à ce moment-là, donc on en tête juste avant une boucle en fait WooCommerce, arrête d'écrire des choses. Et juste après qu'il ait fini sa boucle, son traitement, on dit maintenant récupère ce qui a été écrit. Rien n'a été écrit dans le site. Tu as juste ça dans une variable. Et là, tu peux faire des modifications à base d'expressions rationnelles pour dire bah, je chope tel div, en fait, je la remets à un autre endroit, je l'arrange. Et là, du coup, la maintenance devient bien plus difficile que par rapport à l'exemple où tu prends le template, Non, tu pas mets le forcément. fichier, non. Non, parce que tu as modifié la sortie. Les fonctions, les fils de WooCommerce qui n'auraient pas été présents si tu avais mis ton template dans le fichier, ils sont quand même présents, ils sont quand même exécutés. Tu modifies juste de l'affichage en sortie. En fait, le concept des hooks, au-delà de WooCommerce, c'est la meilleure façon de surcharger WordPress. Vous avez un thème ou un plugin qui ne fait pas ce que vous voulez, je sais pas moi, vous avez un menu et dans ce menu, vous voulez rajouter automatiquement un menu de premier niveau qui s'appelle Accueil. Ben, les hooks, c'est la façon la plus simple et la plus propre de le faire. Enfin, moi par expérience, j'ai vu des fois d'autres agences ou d'autres développeurs qui sont venus taper dans le code direct de WordPress. Forcément, dès que vous mettez à jour WordPress, bah, forcément, ça va écraser leur modification, donc partir à zéro. Donc voilà, il y a des façons propres et natives de le faire dans WordPress et dans WooCommerce. Enfin, la première méthode qui est Willy, en fait, tu le mets dans ton thème, donc, en général, dans le template, tu n'embarques quand même pas des fonctions hyper profondes de WooCommerce, enfin, jusqu'à maintenant. Peut-être dans les dernières versions, peut-être. Par expérience, WooCommerce, les mises à jour, Donc c'est quand même violentes. c'est quand même moins crado que de taper dans le cœur. Avant, par un Ah, bien sûr, conscience. jamais taper dans le cœur. Mm. Que ce soit d'un plugin ou de. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Déjà, ouais, dans le fichier function, en utilisant les bons filters, enfin, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour modifier une fiche produit, rien que dans la doc de WooCommerce, il y a quand même pas mal de choses, ne serait-ce que rien que en dessous du produit, il y a toutes les tables de description, dimensions, etc. Et on peut facilement ajouter un nouvel onglet, le modifier, le placer avant un autre, le traduire, enfin. Et ça, c'est quelques lignes dans le fichier function qu'on va rajouter pour vraiment le customiser comme on a envie en fait. Donc je trouve qu'il y a moyen, il y a la doc nécessaire et il y a moyen de pousser les fonctionnalités par des exemples qui sont pas même pas si compliqués que ça à comprendre en fait, et du coup à pouvoir faire ce qu'on a envie, même si c'est pas forcément un thème sur mesure, ça doit être même un thème lambda avec, on va dire, un petit répertoire WooCommerce parce que les gars ils ont prévu dans leur thème premium une version shop. Et il y a quand même moyen de modifier des choses et du moins améliorer comme on a envie cette partie-là sans forcément se casser par le fichier function, quoi. Après, même en faisant des filtres, on va quand même rester dans un modèle qui ressemblera à du WooCommerce, par exemple le tunnel d'achat. Ce sera toujours du tunnel en 3 étapes, c'est-à-dire on arrive sur le résumé de commande, puis sur la panier, paiement, validation. En fait, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir vraiment filtrer. Par contre, on peut intervenir à un autre niveau, c'est carrément d'utiliser les fonctions de WooCommerce dans du code vraiment fait sur mesure. Ou d'utiliser la REST API, ou des choses comme ça. Si on veut vraiment des pages d'achat en une page, enfin, vraiment on clique et tout, on peut vraiment tout modifier, mais il faut vraiment bien connaître WooCommerce et savoir quelles fonctions on utilise. Mais là, il y a vraiment moyen d'aller très loin en termes de style et de fonctionnement. Et du coup, on n'utilise pas du tout les templates de WooCommerce. T'as déjà fait quelque chose dans ce genre-là? Ouais,
Ouais, bien sûr. Par exemple, imagine, ça m'arrive d'avoir. J'ai pas de page. Sur un site, j'ai pas du tout de page avec la liste des produits. J'ai une page où il y a 3 produits qui sont tous les 3 configurables et on doit pouvoir cocher des options partout en fait, cliquer et ça achète direct. Et du coup, je vais pas m'amuser à styler la page single product, je vais pas m'amuser à styler la page boutique. Du coup, tu fais un template dans lequel tu injectes les informations de tes produits et puis tu as un formulaire qui va s'occuper, enfin, tu soumets ça à un script qui va s'occuper de faire le traitement, d'ajouter au panier et de renvoyer directement vers une page paiement personnalisée en fait. Et tu gères ton processus de A à Z. Après, tu changes peut-être des étapes sur lesquelles d'autres plugins de WooCommerce auraient pu se greffer. Ça, il faut en avoir conscience. Ouais. C'est ça en fait, quand on utilise des filtres, quand on ne les utilise pas même, on peut passer à côté de... Enfin, on peut désactiver d'autres plugins qui seraient venus greffer tout seul sur WooCommerce. Tu parlais de REST API, WooCommerce maintenant il a aussi son API REST. Elle est très bien, ouais. Par exemple, pour tout ce qui est export de commandes, enfin, elle est vachement bien. Elle est bien documentée. Expliquer rapidement ce qu'est la REST API, parce que je suis pas sûr que ça parle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une API REST? Alors, vas-y. Notre développeur. Une API REST, expliquer. Ah, j'aurais du mal à expliquer. C'est un web service. Ouais, c'est une interface. Un moyen de faire communiquer en fait votre WordPress avec d'autres services sous un format en fait simple en termes de code. C'est un format JavaScript qu'on appelle JSON qui vous permet d'envoyer de la donnée ou de récupérer de la donnée. Et les API REST en fait se développent énormément sur plein de services en ligne pour faire communiquer de la donnée en fait très facilement. Oui, tu peux t'en servir en front aussi. Ouais. Enfin, on peut s'en servir en front, on peut s'en servir pour effectivement du formulaire un petit peu particulier. Enfin, on peut aussi avoir une utilisation. Ça permet de récupérer de la donnée d'une autre façon que ça récupérer et écrire de la donnée. Que en allant dans la base de données brute en PHP. Quoi. Voilà. Et le gros avantage sur WordPress, si on veut comparer ça à de l'Ajax, parce que ça se compare, c'est des formats qu'on va utiliser surtout avec JavaScript, c'est qu'elle est extrêmement rapide à charger. Enfin, si vous avez déjà utilisé la REST API sur WordPress, vous avez vu que c'est beaucoup plus rapide qu'une requête Ajax. Parce que ça va pas, tous les plugins de WordPress ne sont pas à charger dans la REST API, alors qu'en Ajax, ils se chargent. Et ben pour WooCommerce, c'est pareil, elle est hyper rapide. Donc, si vous utilisez ça pour faire un site e-commerce, ça sera un site très réactif aussi en vitesse de chargement, en interaction utilisateur. Il n'y a aucune boîte qui a développé le back-office de WordPress avec l'API REST pour améliorer. En fait, si vous créez un blog sur WordPress.com, l'interface que vous allez voir, c'est une autre interface de l'administration. Celui qui a fait Et elle est faite en JS. Ah, le site tout le back-office, c'est pour réserver des tables, oui, tout ça. Je ne me souviens plus. Qui vient souvent mais ça se fait, hein. La REST API, on peut greffer du backbone dessus et puis faire son interface. C'est du taf quand même. Non, c'est bon. Ok. Je sais plus tout à l'heure ce que tu voulais dire. Non, je disais qu'on a eu l'occasion de le faire aussi sur certains thèmes où en fait il y avait du commerce et que finalement les graphistes ne connaissaient pas les contraintes en fin de compte, notamment du tunnel d'achat ou voilà, des pages listes, des pages produits, etc. Et que heureusement qu'on peut récupérer effectivement des bouts de bout pour le mettre dans le thème, pour afficher un prix, afficher le bouton de mise au panier, ce qui permet quand même de pouvoir un peu déroger effectivement au thème de base et c'est bien utile, mais voilà, ça demande à se plonger un petit peu, à se documenter. C'est pas toujours évident au départ, mais ça vaut le coup de prendre le temps de le faire en tout cas. Et notamment quand on fait du thème sur mesure. Et par rapport justement à tout ça, peut-être par rapport à l'optimisation ou des choses justement qu'on pourrait faire par rapport à WooCommerce après justement après la partie peut-être templating ou installer WooCommerce, est-ce qu'il y a une partie optimisation à faire par rapport à WooCommerce, des choses de base Il y a les choses standards que vous aurez sur n'importe quel autre CMS,
des choses plus bêtes sur le temps de chargement. WooCommerce, comme n'importe quel autre CMS, comme n'importe quelle autre extension ou n'importe quel autre CMS, à chaque fois que vous demandez une page, vous avez un calcul PHP qui est fait derrière et tout se recalcule de A à Z. Si vous ne mettez pas vous derrière des extensions qui vont faire ce qu'on appelle de la mise en cache, bah forcément en fait, vous allez avoir des temps de chargement qui vont être très élevés. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur une étude qui a été faite, Amazon ils ont calculé que 0,1 seconde de temps de chargement en plus, ils perdaient 1% de leur chiffre d'affaires. En gros, une seconde de temps de chargement en plus, c'est 10% du chiffre d'affaires d'Amazon qui disparaît. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que ça peut avoir sur l'e-commerce. Et WooCommerce ne déroge pas à la règle. Donc ça, mais après, ça c'est pas spécifique à WooCommerce. Vous avez juste un site WordPress, vous ferez exactement une fois la même préconisation. Il ne faut pas mettre en cache le tunnel d'achat, c'est tout. Sinon, vous allez partager le panier avec tout le monde, c'est bizarre. Ah chouette, je peux payer direct. Je peux lancer une maquette. Donc il y a ça déjà. Après, il y a des choses de manière plus générique. Là, c'est pareil, c'est pas spécifique à WooCommerce, c'est tout ce qui est réflexion sur votre ergonomie, sur comment vous allez présenter vos produits, les visuels, la manière de les mettre en avant, la manière de naviguer sur votre site, la structure dans votre menu, enfin tous ces éléments-là, qui là aussi vont pouvoir augmenter tout simplement vos ventes, votre taux de conversion, tous ces éléments. Puis réfléchir au marketing qu'il y a derrière aussi, parce que il y a quand même des plugins en marketing qui sont très intéressants, notamment des rappels de panier, des choses comme ça. Mais il faut y réfléchir aussi avant, parce que tout dépend de la cible, tout dépend du type de parcours d'achat que vous souhaitez que vos utilisateurs aient. Ou même, c'est intéressant de faire des personas dès le départ. Donc les personas, c'est de faire des genres d'utilisateurs type potentiels qu'il pourrait y avoir sur votre site internet. Et ça, c'est important de le faire au départ pour essayer justement de voir ce qui pourrait bloquer à l'achat ou quel plugin serait intéressant de mettre pour justement aider peut-être soit à acheter, soit à faire la fidélisation, etc. pour les relances, parce qu'il y a ça aussi. Comme on peut plugger effectivement avec des web services qui sont assez intéressants, notamment sur des relances ou des choses comme ça, tout ça, ça se pense quand même en amont, parce que une fois qu'on est dedans, on perd du temps après, soit à redévelopper des choses, soit à faire des intégrations qui sont plus complexes à faire en plein milieu, on va dire, que si ça avait été pensé au départ. Le marketing, enfin tout ce dont on va parler, en termes de fonctionnalité, on peut le greffer à WordPress, après c'est à vous de voir si c'est utile ou pas. Là, tu as parlé de l'abandon de panier, c'est ça, c'est que vous ajoutez un produit au panier, vous partez, un jour après, vous recevez un mail automatique, vous n'avez pas acheté le produit, est-ce que vous avez un problème, est-ce que vous avez des questions, etc. On peut faire plein de choses, on peut faire par exemple des produits aussi qui se consomment sur une durée. Je sais pas, moi, vous demandez des compléments alimentaires, vous pouvez dire très bien, dans ma base de données, j'ai tel client qui a acheté un complément alimentaire, la cure dure 30 jours, donc 25 jours après le début de sa cure, je vais lui renvoyer un mail en lui offrant 10% pour qu'il rachète une cure de 30 jours. On peut tout faire avec WooCommerce, la question c'est plutôt de se poser sur vos besoins et qu'est-ce qui serait le plus adapté pour convertir. Et ensuite à vous seulement de trouver soit une extension qui le fait directement, soit de la développer sur mesure. Et en matière de, justement, tu as aussi ta partie, tout ce qui est en matière de SEO, etc. Alors, en référencement WooCommerce, quand vous l'installez, ça va dépendre de l'intégrateur. Ceux qui intègrent des fois font autre chose de mal. Je rigole. En gros, c'est juste qu'il y a, on va dire, plusieurs gros défauts. Alors, il y en a un qui n'est pas lié du tout à WooCommerce, mais qui est lié à l'utilisateur, le créateur. C'est tout bête. Si vous voulez qu'une boutique e-commerce marche en référence naturelle, il va falloir produire du contenu et du contenu de qualité. À commencer par ne pas faire un copier-coller des fiches produits entre concurrents ou des copier-coller des images parce que le concurrent il a une jolie photo et vous n'en avez pas, donc vous l'avez repris. Enfin, c'est des choses, c'est le b.a.-ba, mais c'est hyper important. Un bon contenu, ça prend énormément de temps à créer. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous à l'agence, c'est un article sur SMX, ça nous prend entre 1 jour et 2 jours de travail à plein temps pour faire un seul article. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes sur une boutique et que vous avez 200 fiches produits à rédiger, ça prend du temps. On a eu un client un jour qui nous a dit voilà, on lance le site dans 3 mois, on voudrait 3000 fiches produits. Et on lui a dit ce sera pas possible, vous pouvez mettre tout l'effort que vous voulez derrière, vous n'y arriverez pas. Et au final, il en avait 500 et dont la moitié était appelée. Il faut dire que quand tu parles de rédiger, c'est pas juste 2 lignes avec les dimensions du produit, quoi. Parce que souvent les clients ils disent non mais attendez, une fiche produit, en gros,
il y a 2-3 lignes, il est rouge, il se met bien dans le salon et puis il fait telle dimension, et c'est une fiche produit. Sauf que voilà, quand on parle de contenu, c'est pas ce type de contenu. C'est quelque chose d'un petit peu plus... C'est dans les visuels, c'est dans le texte, dans le descriptif technique, ça peut être un tutoriel vidéo, ça peut être une démonstration, ça peut être plein de choses, mais enfin, un WooCommerce qui se référence vers, c'est d'abord ça. Et après, les deux autres défauts, c'est qu'en fait, WooCommerce, dont on a parlé un peu avant, va créer forcément des pages par défaut. Il va créer une page panier, il va créer une page espace client, etc. Et par défaut, en fait, comme toutes les extensions, en fait, quand elles se greffent à WordPress, elles ne savent pas forcément ce que font les autres, donc en fait, elles vont faire leur truc de leur côté. Et donc, WooCommerce va créer ses pages. Mais le problème, c'est que ça ne se greffe pas nativement avec des extensions de référencement naturel. Donc en fait, Google va indexer ces pages. Google, vous allez l'amener très souvent sur la page panier. C'est une page qui est vide de contenu, qui ne sert à rien. Et pourtant, ça va être une des pages les plus visitées par le moteur de recherche. Parce que c'est une page qui a été cible sur tout votre site. Sur tout votre site, vous avez un lien tout en haut de votre page panier, et c'est un des premiers liens qui voit. C'est comme la page mention légale. Si un jour vous avez un site et vous avez accès au log de votre serveur, regardez, vous verrez que la page mention légale est quasiment la page visitée par Google sur votre site. Alors que c'est souvent la page la moins intéressante et la moins pertinente. Il y a ça qui pose problème. Et la deuxième, alors je ne sais pas si ça vous parle, c'est ce qui va être navigation à facettes. Vous êtes dans une catégorie et vous avez, vous, l'utilisateur, des petites fonctionnalités qui sont je veux trier par prix, par popularité, par couleur, par marque, ce que vous voulez. En fait, à chaque fois que vous cliquez sur une option, vous regardez l'URL dans votre navigateur et vous allez voir qu'il y a des paramètres qui se rajoutent. Ça, nous, c'est ce qu'on appelle en référencement des spider traps. Vous rentrez dans des générations d'URL infinies. Parce que si vous mettez, imaginons, juste 2 paramètres possibles, taille et couleur, et vous avez 2 couleurs et 2 tailles, vous avez l'URL de base, vous avez 4 URL distincts, plus encore ces multiplications de ces 4 paramètres ensemble. Vous avez déjà généré, juste avec ça, au moins une dizaine d'URL différentes. Vous rajoutez 3 ou 4 paramètres de plus, et au lieu de 2 couleurs, vous en avez 10, et là, c'est le robot est perdu, etc. Donc là, c'est juste des fonctionnalités qui sont très utiles pour vos clients. Je veux acheter, je sais pas moi, j'arrive dans une catégorie, j'ai 40 produits, mais je ne sais pas lequel choisir, je vais trier par popularité parce que moi, utilisateur, je vais m'y retrouver. C'est juste le travail de l'intégrateur de faire en sorte que ce soit transparent pour le moteur de recherche. Que le moteur de recherche jamais ne puisse accéder à ces URL. On va dire que c'est les plus gros défauts du commerce, mais tous les autres CMS ont les mêmes défauts. PrestaShop, Magento, ou n'importe quelle autre extension e-commerce, c'est des défauts courants et c'est juste une méconnaissance de l'intégrateur par rapport aux références naturelles. Ce n'est pas des intégrateurs qui sont mauvais, c'est juste que c'est des notions qu'ils n'ont pas et donc forcément ils ne font pas attention à ces détails-là, ils laissent ça nativement et forcément ça pose un problème en référencement. Et voilà, on a des clients, donc on lance un scan, on arrive à plus de 100 000 URL alors qu'ils ont 100 fiches produits et on arrête parce qu'on leur dit voilà, on a déjà corrigé ça, puis on reviendra vous voir après et on pourra faire du bon travail. Vous avez une question déjà. Et comment tu définis ça justement? Alors là, c'est juste le travail de l'intégrateur, c'est-à-dire que en fait, c'est juste la manière de le coder. En fait, de base, en fait, on va cliquer dessus en JavaScript, on envoie un paramètre qui va filtrer, et ce paramètre s'ajoute dans l'URL. En fait, le fait que ça s'ajoute dans l'URL, c'est en quelques lignes de code, on dit bah, je le fais pas. Tout simplement. Soit tu stockes ces paramètres dans ta session, soit tu les passes en JavaScript, comme le ferait Isotope par exemple, maçonnerie. Des systèmes de filtres, c'est vont rien modifier dans l'URL. C'est gênant, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de lien, si tu veux faire un lien sur un produit rouge de telle taille. Alors sur une catégorie, un filtrage, ouais. Alors c'est là où ça se différencie, est-ce que c'est une catégorie ou est-ce que c'est un filtre? Si vraiment il y a un intérêt, si par exemple je vends des voitures et que je me dis qu'une page sur les voitures rouges est hyper important, je vais créer une catégorie de voitures rouges, c'est une sous-catégorie de voitures. Si par contre c'est juste un filtre qui dans ma catégorie voiture me permet de trier un peu ce qui se passe, ça va être un filtre. La seule différence, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de créer une section dédiée, et je crée une catégorie, ou est-ce que je fais juste un filtre? Ouais, mais toi, dans le cadre simple d'un partage vers les réseaux sociaux, ouais. Quelqu'un qui veut le produit, il a mis ses filtres et puis il veut le partager à un ami. Si c'est pas dans l'URL... Pour utiliser à la rigueur le hash. Enfin, ouais, ça peut se faire. Après, c'est beaucoup se compliquer la vie pour finalement très peu de gens en fait, qui vont faire ça. C'est qu'on va avoir des heures et des heures de développement supplémentaires alors qu'il y a peut-être 2 gugus dans l'année qui vont utiliser cette fonctionnalité-là. Donc là, le coût par rapport au retour sur investissement, donc ça. Enfin, par expérience en tout cas. Oui, c'est ça. À un moment donné, il faut aussi prendre le temps de regarder ses stats pour savoir un petit peu
passe. Parce que quand on parle de parcours utilisateur, etc., il y a beaucoup de clients qui veulent des Google Analytics, mais les trois quarts ne savent pas les lire déjà. Et à un moment donné, c'est important aussi, notamment de faire appel à des professionnels pour savoir ce qui se passe réellement et pour faire des vrais choix et des bons choix, que ce soit en stratégie marketing, en stratégie SEO, en stratégie, ne serait-ce que pour mettre des bons repères de ROI. Enfin, c'est important à un moment donné de pas simplement dire tiens, j'ai tant de visites et voilà, quand on parle de tunnel de conversion, etc., c'est aussi des marqueurs de ROI qu'on peut mettre en place, mais il faut, c'est pas simplement en regardant un tuto sur internet que ça se met en place. Il y a une vraie stratégie derrière, il y a une vraie réflexion, et c'est pas simplement tiens, on va se tenter ça et puis on va regarder ce qui se passe. Faut prendre le temps de faire analyser ce qui se passe sur le site, et pour ça on a beau dire chacun son métier aussi, parce que nous, je sais que des fois, comme on fait de la tech, il y a beaucoup de clients qui disent mais vous analysez ça et puis vous me faites un retour, quoi. Oui, mais enfin à un moment donné, chacun son métier, et c'est très compliqué de faire des réflexions stratégiques quand il y a quand même une étude de marché à faire avant, savoir un petit peu ce que vend le client et comment, etc. Et puis après il y a sa stratégie à lui, plus l'expérience que le référenceur peut avoir, etc. Donc nous on dit toujours aux clients, chacun son métier, et à un moment donné il faut faire appel à un référenceur pour analyser tout ça, décanter tout ça. Il y a un truc, alors par expérience, sur tous les clients e-commerce qu'on a pu avoir et qu'on aura, ce qui fait la différence, le seul truc qui fait vraiment la différence, c'est la stratégie marketing de base. Si vous lancez une boutique e-commerce et que vous êtes sur la même stratégie que vos concurrents, ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera, mais ça ne décollera pas. On a un client, c'est un caviste en ligne, il vend les mêmes bouteilles de vin que ses concurrents. Il a les mêmes prix, il a la même approche commerciale. Forcément, ça ne peut pas décoller. Il n'y a pas ce critère différenciant qui va faire la différence et qui va l'amener. Et sachant que cette stratégie-là, une fois que vous l'avez, de différenciation, peu importe la manière de vous différencier, ça facilite tout le reste. Ça facilite le travail du référenceur, du community manager, des commerciaux, du service après-vente, du service avant-vente, etc., etc. Et clairement, l'aspect technique reste très important, je ne dis pas, mais c'est le critère qui va faire que ça va fonctionner ou pas à la base. Du coup, en tant que freelance, quand tu as un client en face de toi, s'il n'y a pas de marketing avant, toi tu conseilles de te faire épauler par quelqu'un qui fait de la stratégie marketing sur ce projet, ou sinon c'est voué à l'échec. Alors, je ne dis pas que c'est voué à l'échec, c'est juste que ça ne pourra jamais décoller énormément, ou alors ça mettrait beaucoup de temps à décoller. Parce qu'il n'y a pas cet élément de différenciation. Si vous regardez tous les gros sites que vous utilisez, il y a toujours un critère de différenciation marketing qui a fait que ça fait la différence. Quel que soit le secteur. L'exemple tout bête, Airbnb. Pourquoi Airbnb est aussi dominant? Ils étaient un challenger à la base aux États-Unis. Ils étaient secondaires, ils n'avaient pas du tout une bonne part de marché. Et c'est juste un jour, ils se sont dit, en fait, nos clients, ils ont besoin de beaux visuels pour avoir envie de louer. Donc on embauche un photographe et on l'envoie gratuitement chez les gens faire des belles photos des biens. Ça a été le seul critère. Et ils ont éclaté tout le monde directement parce que tout d'un coup, eux, ils arrivaient à louer tous leurs biens parce qu'il y avait des jolies photos. Et voilà, on peut se trouver plein de billets de différenciation, mais il faut trouver le truc qui fait la différence. Est-ce que vous avez déjà vu, justement, de par votre expérience, des erreurs justement à ne pas faire, soit par rapport au commerce ou des paramétrages ou des choses justement qui ne sont pas forcément bonnes? À toi l'honneur. Je pense qu'il y a l'erreur peut-être. Moi je veux voir des erreurs de développement qui me posent problème. Oui, non, mais après ça peut être des erreurs, mais c'est pas des erreurs qu'on laisse sur le marketing, mais plutôt sur le prix du site en fait. C'est de chercher absolument de ne pas vouloir du tout tordre ce qu'on. C'est que le client vienne en fait avec son avis de ce qu'il veut et qu'il n'accepte pas du tout de le tordre pour coller à WooCommerce. Parce que pour implémenter ces petites différences, je vais vraiment galérer. Ça va être beaucoup plus dur pour des conneries et ça va faire que le site va être beaucoup plus cher, beaucoup plus instable, beaucoup plus dur à faire vivre dans le temps.
Mais ceci dit, on est sur les mêmes problématiques avec PrestaShop, j'imagine. Parce que, et nous, dans ces cas-là, on dit aux clients, bah, à un moment donné, soit vous envisagez du développement spécifique, parce que dès qu'ils sont sur des choses trop spécifiques, limite c'est du développement sur mesure. Ouais. Mais c'est vrai que on peut pas venir avec un budget, je dirais, serré, et vouloir Amazon greffer avec de la Fnac et tous les services de. Enfin voilà quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi dire, un CMS à l'origine il est quand même fait aussi pour aider les choses et que ce soit facile pour l'utilisateur et proposer une boîte à outils quand même déjà bien faite. Et comme tu dis, à un moment donné, il faut dire au client, mais là, ça va commencer à être du spécifique. Oui, à la Fnac, ils sont pas sur WooCommerce, il y a toute une équipe de développeurs qui travaillent sur l'outil de savoir où on est sans colis, c'est pas un pauvre petit plugin qu'ils ont mis, quoi. Ou c'est Discount qui fait de l'A/B testing en permanence sur la partie ergonomie, quoi. Il faut juste avoir ça en tête, de dire, des fois, il faut accepter de faire un tout petit sacrifice sur le fonctionnement qu'on a en tête pour que ça soit beaucoup plus natif dans le système. Et ça tournera beaucoup mieux après, ça sera beaucoup moins cher à mettre en place. Voilà, à doser quel est le bénéfice qu'on a à avoir. Et pour rebondir, si vous faites appel à un prestataire, quel que soit le type de prestataire auquel vous faites appel, faites-lui confiance. Il n'y a rien de pire que vous faites appel à un graphiste ou un intégrateur ou un ergonome ou un référenceur, peu importe, et le client dit je veux ça, la autre personne, le prestataire dit bah non, il explique pourquoi, et la personne s'entête, et en général, on se rend compte que finalement, le prestataire en général avait raison, parce qu'il a son expertise, parce qu'il a des retours d'expérience sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et qu'il ne dit pas ça juste pour se faire plaisir et juste parce qu'il a envie. Et ça c'est aussi une erreur brand de beaucoup de prospects, beaucoup de clients. Alors je dis pas qu'il faut écouter non-stop le prestataire non plus, il faut quand même avoir aussi sa stratégie, son besoin, etc. Mais il faut essayer d'écouter, voir les positifs pour et contre, et aussi de tester. Il ne faut pas avoir peur aussi de dire voilà, on teste un élément, on teste une fonctionnalité, on voit comment ça se passe, si ça fonctionne on regarde, si ça ne fonctionne pas on passe sur autre chose et ainsi de suite. Mais je trouve que la principale erreur c'est quand même que les gens ne se préparent pas. Ils veulent un site e-commerce mais il y en a beaucoup qui sont pas prêts en fait, que ce soit, je parlais du SAV, mais il y a aussi le stockage, la livraison, la gestion des commandes, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils sont pas prêts en fait, et rien que ça, c'est une grossière erreur, parce que leur site il fonctionnera pas, parce que comme tu dis, déjà ils pensent même pas au niveau référencement quoi que ce soit, ou à se différencier d'un concurrent. Et c'est pas simplement une présence sur internet qui va faire la différence avec un autre, quoi. Ou si on est sur un secteur de niche, moi j'ai vu ça, un client qui s'entêtait à justement pas faire de contenu, en se disant mais je suis sur un secteur de niche donc ça va forcément marcher. Mais sauf qu'il faut pas oublier que internet c'est pas que son petit village dans la France, quoi. C'est le monde entier, donc du coup lui il s'est dit Google va me trouver parce que je suis sur un secteur de niche et j'ai pas besoin de faire du contenu, quoi. Et il n'a jamais fait de contenu. Donc il y a en gros un titre, 3 lignes, 2 et une image. Voilà. Et il dit oui ça fonctionne pas et je suis mal référencé. Voilà. Et comme tu dis, le client écoute pas toujours. Donc moi j'ai beau essayer de lui dire des trucs, c'est non mais c'est parce que vous voulez mon argent. Écoute, à un moment donné, je ne peux plus rien faire pour toi. Et voilà, parce qu'on a beau lui dire que faut effectivement faire du contenu, je peux lui préconiser quelqu'un qui fait du contenu, que machin, mais ça y est, ça devient à un moment donné, oui, mais vous avez des complices, parce que. Oui, mais non, c'est que si tu n'es pas capable de rédiger ton contenu, ne serait-ce que de réfléchir à des mots-clés et d'aller plus loin, ça devient compliqué, quoi. Mais alors du coup, vous imposez quand même des choix quand ça arrive, parce que le client, du coup, il veut absolument mettre 3 fois rien dans son produit. En termes de ligne, il va mettre juste une ou 2 lignes. Mais si vous l'alertez en lui disant bah non, ça va pas fonctionner,
mais ça vient de payer parce que du coup, nous on a quand même du travail derrière, mais lui il veut pas. Donc vous lui faites quand même ce qu'il demande et puis tant pis pour lui. À un moment donné, il est prévenu. Hein. Voilà, nous on est honnête avec nos clients, on leur dit voilà, pour que ça marche, il faut faire ça, ça, ça. On les a prévenus, on leur a expliqué pourquoi, ils ne le font pas, c'est leur problème. Parce qu'après il revient en disant ouais mais je comprends pas, j'ai payé mais ça marche pas. Ah ouais, alors par contre il faut faire signer des décharges. C'est ça. Garder trace des mails, c'est très bien. On fait moi c'est dans les CGV. Des échanges, voilà, je vous ai dit pour telle et telle raison, etc. C'est très compliqué, alors surtout pour notre partie ou à l'agence en référencement, c'est très compliqué d'expliquer aux clients. Les clients, on leur dit voilà, vous, votre budget, vous avez un budget réduit, vous avez 300 € par mois, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en fait, c'est rien. Nous, ça représente très peu de temps en fait, tous les mois. Bah ouais, votre concurrent, il a 10 fois votre budget, il y a quelqu'un en interne, il peut faire tout ce que vous voulez. Nous, on n'arrivera pas à avoir de bons résultats. Après, c'est pareil, c'est aussi le temps c'est exactement ce qu'on disait juste avant, le temps que le client va consacrer à son site. Nous, par expérience, les sites qui marchent, alors e-commerce ou pas e-commerce dans le financement, c'est ceux où nous, on vient juste accompagner sur la partie technique, et c'est les clients, ils bossent. On a des clients, ils nous demandent des articles qui font 3000 mots, ils nous en font un tous les 2 jours. Bah, forcément, ça marche. Parce que c'est des longs articles, c'est intéressant, et bah, le client, il remplit son emploi du temps, il n'y a pas de souci. On a même 2-3 clients qui commencent à vouloir arrêter parce que leur emploi du temps est plein sur 3 mois. Donc ils me disent bah, pourquoi je continue à me payer, de toute façon, je ne peux pas remplir plus mon agenda. Mais c'est parce que ces clients-là ont pris conscience qu'il ne suffisait pas, et là c'est à tout niveau, je ne parle pas que référencement, ça ne suffit pas de payer un prestataire et de se dire c'est bon, le travail. Il faudra toujours mettre la main à la pâte. Moi je reviens surtout sur des clients difficiles. Il y en a toujours. On en a toujours, et puis on en a souvent des potes. Justement, sont ces articles qui sont mauvais, il n'y a pas de contenu, et vous lui dites oui, mais ça ne peut pas marcher. Alors le client va vous dire oui, mais pourquoi je fais un site internet à ce moment-là et là vous perdez le client finalement, parce qu'il va se dire bah, ça sert à rien que je fasse un site, puisque de toute façon j'ai pas de temps à perdre à faire de la rédaction. Moi j'avais juste un produit, enfin une ligne de produit à vendre et puis voilà. Après ça dépend de son objectif. Il y a des clients qui veulent juste une carte de visite. Il y a des gens où ils ont un site internet juste parce que quand ils sont en clientèle, ils disent bah, allez sur notre site, comme ça vous pourrez voir les visuels et voir, je sais pas, moi je suis paysagiste, allez voir sur notre site, vous verrez la galerie des derniers jardins qu'on a fait. Donc le cas ça peut marcher, c'est juste qu'ils ne vont pas du tout utiliser leur site comme un levier d'acquisition. C'est un flyer pour le coup, tout le travail de création, de mise en page, d'intégration, de design, ça marche. Il achète juste une plaquette commerciale. Tout dépend de ce qu'il veut faire avec son site. Si effectivement à la base le client voulait vraiment dynamiser son business, toucher plein d'autres clients, il va falloir travailler. Ça conduit en fait. C'est juste un flyer. Ça dépend. Après voilà, sur certains métiers d'artisan, d'indépendant, il n'y a pas forcément besoin. Vous êtes plombier ou serrurier, votre carnet de commande va se remplir quasiment automatiquement. Il y a des clients qui nous disent d'ailleurs qu'ils ne veulent pas un site pour avoir du prospect, hein, juste pour montrer ce qu'ils font. Enfin, il y a aussi ce type de clients-là, et du coup, ce qu'ils veulent, c'est effectivement une belle plaquette. Et dans ce cas-là, il faut leur donner. Mais c'est vrai que sur les clients vraiment difficiles où à un moment donné, ils ne veulent pas s'investir, enfin, moi je suis d'accord avec toi, enfin, on prévient, on décharge aussi, et puis après c'est leur choix, mais voilà, on leur a prévenu que c'est comme tout, si vous voulez monter un commerce, en général, si vous êtes sur une zone où il n'y a pas beaucoup de passages, vous vendrez moins, et pour peu que vous ne fassiez pas de publicité du tout, à un moment donné, il y a moins de gens qui viennent que si on s'installe dans un endroit où il y a du passage, où on a un budget de communication quand même. Enfin voilà, après, il faut mesurer par rapport à ce qu'on notre cible, d'où la bonne connaissance de son marché aussi, mais c'est comme tout. Il ne suffit pas de se dire, allez, demain je vais me lancer sur la vente de t-shirts en ligne et mes t-shirts ils sont beaux, je vais forcément carburer quoi. Ça c'est fini en fait, c'était peut-être le cas il y a 20 ans quand internet commençait tout juste. Mais aujourd'hui, comme tout le monde peut monter une boutique, ben voilà, donc c'est pas que ça, c'est des problématiques de communication et de réflexion de départ en fait. Et d'où l'étude de marché, la connaissance de ses utilisateurs, etc. Et c'est vrai que c'est des gens qui se donnent vraiment
à fond, bah, ça marche. Parce que, et finalement, ils mettent pas forcément du budget, mais ils mettent du temps, donc dans un sens ça compense aussi. Parce que, voilà. Et par contre, oui, s'ils mettent vraiment la main à la pâte, ça fonctionne parce que ils ont ils font eux-mêmes leur stratégie de communication finalement. Donc, c'est vrai que pousser à ce que le client s'investisse, c'est bien, mais lui expliquer vraiment tous les tenants et aboutissants, ça fait peur hein, pour des petits. C'est souvent ils clients, ont l'expérience en fait. Ceux qui sont rationnels, c'est les gens qui ont l'expérience de ça. Ils savent qu'en bossant dur, ça ramène aussi. Mais moi je sais que je travaille pas mal avec la boutique de gestion pour entreprendre là-dessus parce que justement ça m'arrive de faire des interventions là-bas et pareil avec pas mal d'entrepreneurs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode allez on va faire une start-up, on a pas de sous, mais c'est pas grave, on va chercher des financeurs, on va faire un truc et puis on va balancer ça puis oui mais c'est quoi ton étude de marché exactement? Parce que d'ailleurs j'ai eu ce cas-là il n'y a pas très longtemps à l'agence avec un client qui vient en disant on a une idée de produit, on est les seuls à le faire et on veut juste un site e-commerce pour vendre notre produit et ça va carburer. Il m'a fallu 10 minutes, franchement, il m'a fallu 10 minutes pour trouver 5 concurrents qui vendaient le produit. Donc que le client ne me raconte pas qu'il a fait une étude de marché quoi. Parce que moi il m'a juste fallu, il suffit des bons mots-clés dans Google. Et voilà, et moi je lui avais trouvé 5 concurrents. Donc le gars qui me dit ouais mais on a une super idée, on va tout déchirer, on est les seuls à le faire. Non. En 10 minutes j'ai trouvé 5 concurrents qui vendaient ce produit-là. Donc la stratégie de départ et la réflexion du client de départ était mauvaise, clairement. Et je lui ai dit, je pense que sur le moment il était pas très content que je lui dise. Et quand on l'a rappelé pour lui dire ça en est où en fait, on réfléchit un peu plus, et effectivement, son projet, il n'était pas abouti. Donc à un moment donné, il vaut mieux dire la vérité au client en disant mais il y a un problème là, il y a un truc qui ne colle pas. Et qu'il ne soit pas content, et voilà, il reviendra. Parce que de toute façon, c'est pas. Je pense que n'importe quel prestataire, bon prestataire, lui dira la même chose que si. C'est simplement être honnête avec lui, hein, c'est de lui dire votre stratégie de départ elle est pas bonne parce que du coup vous voulez lancer un truc et ça marchera pas parce que déjà vous n'avez pas compris que vous n'étiez pas les seuls quoi. Donc rien que ça, mais ça fait partie un peu de notre boulot aussi le départ quoi. Et comme tu dis après faut mettre les gens aussi face à leur problématique du départ. S'ils n'ont pas le budget, la réflexion, etc. Oui, je vais faire un site pour faire un site, on est tous capables de le faire à un moment donné. Voilà. Le résultat, après, c'est autre chose. Du coup, dans cette préparation, il faut prévoir la formation WordPress au back-office super tôt, en même temps que le début de développement, ou vous faites comment? Alors, déjà pour montrer au client l'interface, pour l'habituer, pour familiariser. Alors nous à l'agence, l'interface elle arrive tard. Personnellement relativement tardivement. Parce qu'une interface, c'est comme n'importe quelle autre interface, ça va s'apprendre. Et honnêtement, WordPress reste relativement simple. Il y a plein de choses pour des gens qui ne sont pas familiers avec l'informatique. Forcément, ils vont avoir un peu de mal. Mais honnêtement, par rapport à d'autres CMS que je ne citerai pas, ça reste une interface simple. Après, WooCommerce, l'interface de WooCommerce peut être quand même ultra chiant sur certains aspects en termes d'ergonomie, notamment quand vous faites des variations de produits, des produits groupés. Ceci dit, PrestaShop est pas mal non plus. Voilà, là ça commence à se compliquer. Après, si vous faites, nous ce qu'on fait et ce que font beaucoup de prestataires, c'est on a des documents déjà types, on a fait des captures d'écran, etc. On a aussi des fois des petits tutoriels vidéo vraiment monstres. Et puis très souvent, dans une création de site, normalement, votre prestataire doit vous proposer un petit accompagnement, on va dire pendant au moins les 2-3 premiers mois, où il va vous faire des petites piqûres de rappel ou alors des petites sessions de formation pour voir, pour faire un point et vérifier. Parce que sinon, effectivement, si on lance l'outil et on dit démerde-toi, sur tous les points de vue, ça va être une catastrophe sur l'ergonomie, sur les contenus, sur le référencement. Après, je sais pas, par expérience. Sûr aussi. Tout à fait. Donc l'interface, et puis après même l'interface, un développeur ou un opérateur peut la modifier. Si un client un jour dit moi l'interface de WordPress je l'aime pas parce que j'ai trouvé ergonomique,
On peut tout casser et tout refaire. Après, voilà, c'est un budget. Après, des fois, c'est juste un agencement. On peut juste, avec quelques lignes, on peut juste des fois masquer certains menus, certaines options. Notamment, des fois, on essaie de masquer certaines options qui sont un peu dangereuses pour le site, du type, si vous utilisez WordPress, vous avez un menu dans Apparence et dans Extension qui s'appelle Éditer. Et les gens se disent, mais j'ai juste une couleur à changer, alors j'ai cliqué dessus, et puis j'ai planté mon site, et puis je peux plus y accéder. Voilà, ce genre de choses, nous, on essaie de c'est pas fréquent, quoi. Ça dépend des clients. C'est vrai qu'il y a des clients qui aiment bien avoir accès à le FTP, qui est le cassé. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes qui construisent leur site internet. On peut faire intervenir, si justement on a un client qui s'investit, comme tu disais tout à l'heure, on peut, je dirais, très tôt lui donner l'accès au back-office pour que justement, au préalable, il commence à se faire la main, commencer à renseigner ses premiers contenus, parce que l'intégration n'est pas forcément terminée, etc. Mais si on peut paralyser au moins cette tâche-là, c'est du temps gagné sur la mise en ligne derrière. Alors que si on le fait au tout dernier moment, on dit on injecte les contenus, ça va retarder d'autant le projet. Si j'ai un conseil à donner à n'importe quel client, ou même si certains sont prestataires, ayez un site de test. Vous prenez n'importe quelle thématique qui vous plaît, vous créez un mini-site dessus, ce qui n'est pas du tout un site business, c'est juste pour triturer. Et vous allez installer des extensions, désactiver, supprimer, modifier des fichiers. C'est le meilleur moyen de vous former. Et même le client, si vous pouvez avoir un petit site à côté juste pour bidouiller dessus et juste voir comment ça marche, déjà en fait c'est comme ça qu'on se forme. Enfin, tous autant qu'on est, on a acquis notre expérience en cassant des sites. Enfin, personnellement, j'en ai cassé plusieurs. C'est vrai qu'en phase d'avant-vente sur des projets compliqués en e-commerce, ça m'arrive de donner accès à installer un WooCommerce sur un espace, juste pour que le client puisse rentrer dans le back-office, tester, et puis qu'on puisse explorer certaines extensions pour voir si ça répond à ses besoins. Quand le client est un peu indécis sur ce qu'il veut faire, certains points, je l'installe, je dis tu peux mettre telle extension, essaye, bidouille, et tu reviens me voir quand ça a un peu joué. C'est important parce qu'on ne peut pas connaître toutes les extensions déjà. Et puis après, dans la tête des clients, des fois ils n'expriment pas forcément bien leurs besoins aussi. Et puis des fois, le fait de tester des choses, ils se rendent compte que ça leur convient très bien. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose à faire, surtout que c'est facile de monter un WordPress sur un sous-domaine et puis hop, un petit accès client. Quelle stratégie vous adoptez quand, par exemple, vous avez besoin d'une fonctionnalité? C'est de le développer vous-même, ou vous passez quand même une demi-journée à essayer de trouver le plugin et puis finalement, parce qu'on peut très vite se rendre compte que... Ça dépend vraiment ça dépend de la complexité du besoin. Pour toutes les demandes courantes, je veux un slider, honnêtement, je n'ai pas développé en développer. Chercher un slider, parce que le temps de développement par rapport au gain que le client va avoir, je ne trouve pas intéressant. Après, c'est que théoriquement, quelqu'un qui gère un site internet ou qui développe un site internet, vous avez dans la communauté des CMS en général, des gens qui sont juste des installateurs. C'est-à-dire qu'ils créent son prestataire, ils disent voilà, moi je crée un site WordPress, ils se contentent d'installer WordPress, ajouter un thème, ajouter une extension et basta. Il est impératif de rentrer dans le code, de voir comment l'extension fonctionne, parce que comme la façon dont le développeur a fait son code, ça va avoir un impact sur plein de choses. Le référencement, la sécurité, le temps de chargement. Nous, un exemple, on se bat depuis 2 ans avec un client qui est une agence immobilière en Thaïlande pour refaire son thème. Alors, pas sur l'aspect visuel, alors nous on n'aime pas, moi je pense que ça c'est subjectif, mais c'est que le code du thème est tellement mal conçu qu'on n'arrive pas à passer en dessous de la barre des 5 secondes de temps de chargement. Et pourtant, on s'estime pas être le plus mauvais en termes de code pour aller optimiser ça, mais le développeur du thème, donc de se dire je vais installer une extension plutôt que de la développer moi-même ou installer un thème plutôt que de la développer moi-même, ça dépend comment c'est fait. C'est vraiment un choix. Quand vous commencez à chercher un thème qui est censé correspondre, on installe toujours 2 ou 3, puis finalement on se rend compte que ça ne va jamais, il y a toujours le petit truc.
Donc c'est pas évident de se dire est-ce que je vais perdre quand même une demi-journée ou une journée à ça chercher dépend un du temps. plugin. Ça dépend. C'est qu'une question de temps. Je donne un exemple. Hier, on a lancé avec à l'agence un mini-site, le calendrier de l'avant des Sonix. Inscrivez-vous, vous avez des astuces. Bah là, on s'en fichait. On n'allait pas faire un design sur mesure. C'était un site éphémère, c'était juste pour une action de com. On va pas s'embêter. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 5 thèmes, je les installe, je les teste tout de suite avec 2-3 outils. Dès que j'en ai vu un qui tombe à peu près bien, je l'ai gardé, j'ai fait mes quelques modifs CSS PHP et c'est parti. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Pareil pour une extension, ça dépend aussi de l'impact de cette fonctionnalité. Est-ce que là, je veux des boutons sociaux, bah, je peux installer une extension, je la teste pendant 3 jours, si elle ne me plaît pas, dans 3 jours je la change. L'impact réel de ce bouton de partage sociaux, c'est éphémère. Si c'est la passerelle de paiement de mon commerce, bon là par contre je vais la tester en long, large et en travers, et puis je vais valider le choix et je vais vérifier techniquement que ça passe, etc. Alors, j'ai pas tout à fait la même approche, mais c'est plus sur le fonctionnel de WooCommerce. Parce que les projets WooCommerce, enfin les miens en tout cas, sont des projets qui évoluent beaucoup. Et c'est vrai que, je vais prendre un exemple stupide. J'ai un client qui avait besoin d'avoir une gestion un peu bizarre des coûts. Bon, c'est-à-dire qu'il voulait avoir des coûts de production uniquement si 2 produits particuliers étaient présents dans le panier. Donc ouais, nativement, ça ne marche pas dans WooCommerce. On peut mettre des conditions de produits, des conditions de montant, mais pas des conditions de il faut que seulement 2 produits soient présents. Et du coup, bah, j'ai pris une extension, je me suis dit, ouais, je vais pas m'embêter à développer ce truc-là, je prends une extension, je l'achète, 60 $, je la mets, ça fait le taf, et puis en fait, 2 semaines après, le client veut en fait évoluer en fait la condition de coupon. Il veut qu'en fait, ce soit que quand il y a 2 produits dans le panier, que c'est la première fois qu'il achète ces produits et que potentiellement il y a autre chose dans le panier. Là, tu dis, l'extension que j'ai achetée, est-ce qu'elle fait ça en fait? Donc là, tu recherches un petit peu dans la doc de WooCommerce, enfin dans le code en fait, parce que le code est très lisible. Tu dis, ah mais en fait, il y a un hook, et en fait, voilà, je refais la fonctionnalité avec 4 lignes de code. Et j'aurais fait ça dès le départ, j'aurais pas dépensé 60 € pour une extension qui ne sert pas du tout, et qui est mal pensée. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont simples et prévues dans le code source de WooCommerce pour faire ça. Mon invitation, c'est comme je rejoins, il y a sur tout ce qui est apparence, pas de souci. Installé, il n'y a pas de souci. Sur tout ce qui est fonctionnel et qui est un petit peu sensible, ce que tu disais. Ouais, quelle est l'évolution future de la fonctionnalité? Ouais. Quel est l'impact réel? Est-ce que c'est un impact sur ma sécurité, sur mon financement, sur mon taux de conversion? Ou est-ce que c'est la petite fonctionnalité que j'ai rajoutée en plus parce que c'était rigolo? Si c'est la petite fonctionnalité, pas de souci. Mais pas hésiter même à acheter le plugin, allez voir quand même ce qu'il fait. Parce qu'en plus, les plugins de commerce, la plupart sont pas très compliqués. Pour info, la plupart des plugins payants de WooCommerce sont aussi disponibles sur GitHub. Ouais. Alors, c'est les développeurs qui les mettent là. Hein. Non, mais c'est pratique. Et c'est pratique pour tester. Alors, c'est pas toujours la toute dernière version, mais ça permet quand même de tester parce que pour un plugin qui vaut des fois 89 €, c'est bien quand même. Et très souvent, vous regardez aussi tout ce qui est premium dans la communauté WordPress, vous avez souvent une période de remboursement parce que vous n'êtes pas satisfait. Très souvent 14 jours ou 30 jours, voilà. Pour beaucoup, alors regardez, pas tous, mais des fois ça vous permet de dire voilà, c'est pas grave, j'achète, j'ai mon site de test, je reviens à ce site de test à côté, j'installe, je le bidouille, je le triture, je regarde le code, je regarde comment ça fonctionne, est-ce que je pourrais le faire évoluer, et après je décide est-ce que je le garde ou pas. WooTime, ils ont 30 jours de refund sans condition. Et ça marche, hein, je veux dire, ils le font vraiment. Ouais. J'ai une amie qui a essayé, elle a pris un plugin, c'était pas du tout bon plugin, et elle s'est fait rembourser. Enfin, voilà, donc faut pas hésiter à le faire, au contraire, c'est fait exprès. J'avais juste une question parce que j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, c'était GitHub, c'est ça le site où on peut voir. GitHub. Ah, GitHub, ok, ça marche, merci. Et donc un petit moteur de recherche, et il suffit de mettre le nom du plugin en fait, et souvent il y a le répertoire du plugin de travail, voilà. Après, ça permet d'essayer. Vous aussi, il me paraît, quand il est question de choisir des extensions pour être en WooCommerce, moi j'ai tendance à me cloisonner aux extensions développées par WooTime et pas aller voir ailleurs, c'est-à-dire pas trop traîner sur Code Canyon, des choses comme ça. Vous utilisez un peu de tout ou vous restez pareil sur WooTime? Personnellement, c'est beaucoup les extensions WooTime ou développement spécifique ou alors sur WordPress.org. Parce qu'en général, elle tient à peu près la route. J'ai tendance, je pense qu'on me rejoindra aussi sur ce sujet-là, les grosses plateformes de vente de plugins et thèmes premium
Code Canyon, Dumforest, C'est la ce genre même de boîte. choses. Hein. Je Oui, sais. Envato. Donc voilà, tous ces sites-là, Igrico. soyons honnêtes, fuyez-les comme la peste. De manière générale, c'est assez rarement bien conçu. C'est très souvent centré sur l'aspect visuel. Par exemple, vous achetez un thème sur Code Canyon, un thème WooCommerce compatible, c'est très joli, c'est très beau, mais derrière le code c'est catastrophique. Puis c'est pas les maintenu chargements aussi. sont élevés, et puis C'est vrai. le support c'est compliqué, et puis etc. Ça m'a Par fait expérience, des thèmes où en fait, c'est parfois des utilisé trucs, c'était pour des images en fait, les blocs. D'accord. Ça m'est arrivé. Donc, tu as des thèmes qui embarquent des plugins payants. Et puis quand vous installez le thème, eh ben, vous dites ah oui, alors si vous voulez telle fonctionnalité, ben, c'est avec Visual Composer et le petit composant 2 Visual Composer. Ben, bref, il y en a pour 99 € en plus. Ok. Parce que en gros, ils prennent des licences 3 mois sur le thème et c'est joli pendant 3 mois. Et puis après, il y a tout qui est cassé parce que le slider, faut l'acheter, le Visual Composer, faut l'acheter, machin, faut l'acheter. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai eu ce problème avec. J'ai installé la dernière version de WooCommerce là, et ils me proposaient d'installer Jetpack pour augmenter certaines fonctionnalités de Ils peuvent WooCommerce. faire de la pub, c'est la Et même chose. Jetpack, il Ça faut passe payer. en boîte. Ah oui, mais pour lui, il n'y a rien dedans, finalement, c'est une coquille vide. Mais si vous voulez, on vous l'installe quand même, mais si vous voulez. Non, parce que tu as des L'utiliser, faut fonctionnalités payer. gratuites en fait dans le Jetpack. Après, tu as des fonctionnalités payantes. Mais il y a une base qui est gratuite en fait. Qui est la base qui est dans WordPress. Enfin, pas encore. Parce que Jetpack est installé quand on ouvre un site sur WordPress.com, donc qui est la plateforme de blog WordPress. Donc en fait, quand on ouvre un site dessus, Jetpack est déjà installé. Et du coup, quand on récupère Jetpack, nous en plugin, il y a les fonctionnalités de base. Ça va être, je sais plus, le partage sur les réseaux sociaux. Voilà, des choses comme ça. les web analytics, des choses comme ça qui sont plus d'office dans le Jetpack. Il y a des fonctionnalités gratuites. Mais effectivement, il y a aussi des options payantes sur Jetpack, comme c'est la même boîte. Mais après, sur WooCommerce, tu n'es pas obligé d'installer certains trucs. Hein. Ils te demandent si tu veux les installer ou pas. C'était proposé tellement joliment, on avait l'impression que c'était obligatoire, gratuit. Enfin, de toute façon, c'était bien intégré, c'était WordPress, tout ça. C'est des spécialistes du marketing, les Américains. Vraiment, je clique les yeux fermés, ça va être gratuit, théoriquement, parce que j'avais déjà l'habitude d'avoir installé un Jetpack. Ouais, mais à c'est comme les l'époque, plugins avec miracles, des fonctions en général, c'est pas gratuit. Là. Il y a des trucs où ils disent ah, vous voulez bouger tous les blocs et machin, truc, et puis en fait, ah non, la plupart des bonnes fonctionnalités, elles sont payantes. Mais c'est normal aussi, c'est parce qu'il y a un rétro-derrière. Ouais, mais tu vois, Polylang par exemple, qui a une version gratuite, il y a aussi une version payante de Polylang qui permet d'aller plus loin sur la traduction. Donc ça reste quand même moins cher que le Ouais, les versions gratuites sont pas mal abouties. Mais voilà, la version gratuite est déjà pas mal, mais dès qu'on veut pousser un petit peu, bah, il faut envisager le payant. Mais bon. De toute façon, Il faut tester. Pour le support. il y aura toujours besoin de plugins payants sur certaines fonctionnalités. C'est aussi pas mal de support derrière et de travail derrière. Puis après, on achète des extensions que sinon on devra développer en fait. Donc l'un dans l'autre. Ouais. Est-ce que vous connaissez Shopify et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences ou les avantages inconvénients? Shopify, c'est un CMS sur mesure, c'est ça? Ouais, c'est C'est quand un service, c'est une plateforme avec un service en ligne. Alors, je vais être parfaitement honnête, tous les services en SaaS, fuyez-les. Alors, pour une simple et bonne raison, même je vais être honnête, je donne un point de vue marketing, c'est que vous êtes pieds et poings liés avec une solution. Et que vous avez une boutique Shopify, et que dans 3 ans, vous voulez partir sur n'importe quel autre CMS, ce sera la croix et la bannière pour tout récupérer. Vos données, vos ventes, vos clients, vos fiches produits, vos contenus, vos images, parce que vous serez pieds et poings liés. Et en plus, comme c'est des services SaaS, les services SaaS, ils cloisonnent. C'est-à-dire que dès que vous avez demandé une fonctionnalité spécifique, c'est devis sur mesure, et alors là, les coûts, vous faites du x4, x5 sur le même développement sur un autre CMS. Donc là, c'est quelle que soit la solution en SaaS, tout ce qui est solution qui n'est pas open source, je vais être honnête, c'est pour moi un mauvais choix technique. Parce que sur du long terme, je ne dis pas que c'est des mauvaises solutions en soi, je dis que sur du long terme, sur la vie d'une boutique, sur la vie d'un site, ça vous implique tellement de contraintes et tellement de coûts que ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être plus facile à monter,
Mais après, C'est plus facile pour quelqu'un qui a peu de connaissances techniques à Oui, installer. mais quoi. voilà. Un développement spécifique, là, parce que dont on parlait Willy, sur Shopify, on le dit tout de suite. Ah oui. il y a Ou un- alors ils vont dire oui, mais c'est 5 000 €. Juste cette fonctionnalité-là, parce que le développement spécifique, etc. Et après, même si on veut, par exemple, on veut utiliser un autre service SaaS, parce que là on parle de publication, hein, mais on peut quand même utiliser des solutions SaaS pour faire autre chose. Où là, du coup, on ne parle pas de sa publication à soi. On peut avoir besoin de solutions SaaS on va intégrer sur son site web. Et du coup, sur ces solutions-là en ligne, souvent on a des grosses difficultés d'intégration, voire on ne peut même pas intégrer une autre solution qui va nous permettre de faire du marketing sur ces sites-là, parce que ça va être complètement verrouillé et fermé. Ou sinon, il va falloir mettre la main au portefeuille effectivement pour demander aux prestataires qui vendent cette solution-là de l'intégrer. Notamment, dès qu'on est sur du e-commerce, qu'on veut faire du marketplace par exemple, dès qu'il y a besoin d'externaliser des flux ou des choses comme ça, ces solutions-là, vous n'intégrez pas ce type de passerelle comme ça, quoi. En général, soit effectivement c'est un coût, qui n'est pas du tout le même que... Voilà, soit ils peuvent aussi dire non, voire changer leur façon de faire, et du coup c'est hyper contraignant en fait. Alors voilà, c'est bien pour celui, parler du gars qui voulait vendre ses t-shirts, à la rigueur pour tester un produit, faire de la pub auprès de ses copains et vendre... Enfin, c'est parfait quoi. Après, pour une vraie stratégie de développement commercial, c'est pas la meilleure des solutions, clairement. Mais c'est une problématique pour tout type de site en fait, parce que il y a aussi des solutions, tu vois, de création de sites internet qui sont faits sur des... Ouais. Mais pas que. Si je prends Imagine par exemple, Imagine qu'il y a un CMS qui n'est pas du tout open source, quand vous voulez partir de chez eux, ils ne vous laissent rien du tout, quoi. C'est peanuts. Donc, il y a des solutions où même dans les conditions générales de vente, vous n'êtes pas propriétaire des contenus sur la plateforme. Voilà. Donc voilà, faut se méfier. Donc ça peut être sympa au départ, et puis dès qu'on veut vraiment avoir quelque chose de plus propre à soi, c'est compliqué, quoi. Et tout à l'heure, vous avez mentionné Envato, je crois, qui vous déconseillé, parce que moi je... Alors Envato, c'est la plateforme qui édite Code Canyon, ThemeForest, tout ça. C'est une boîte australienne, c'est ça? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, mais du coup, en fait, c'est le modèle de cette plateforme, c'est de vendre le travail d'autres développeurs ou designers en prenant une part de leur vente. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent pas très cher, pas très bien développé pour la partie développement. Il faut bien vous dire que quand nous on vend un site où on fait le graphisme, l'intégration, le développement, on est très facilement à 5 000, 6 000, 7 000 euros. C'est des petits budgets. Quand on voit que ces prestataires-là vont vendre un thème pour $60, on faut bien se douter qu'il y a quelque chose forcément où on va perdre en cours de route en termes de code, en termes d'ergonomie, en termes de personnalisation, etc. Mais c'est la différence entre du fait main et... Eux aussi c'est fait main, mais les gens qui achètent sur ce type de plateforme, et même nous ça nous pose le problème. Imaginons qu'un jour on a besoin d'une fonctionnalité spécifique sur WooCommerce. Sur Code Canyon, il y a la fonctionnalité, le mec le vend $30. Le problème c'est que je dois l'acheter pour voir le code. Et je n'ai aucune norme d'idée de comment il a codé son code. Soit il l'a codé de manière parfaite, ce qui arrive, soit il a codé ça comme les pieds. Et moi, imaginons que je voulais sa fonctionnalité et je voulais greffer un tout petit truc en plus. On dit je l'achète, comme ça je gagne du temps. Mais au final, j'ai juste perdu de l'argent parce qu'en fait, je ne peux pas me greffer à ce qu'il a fait. C'est pas propre, c'est pas stable, c'est pas sécurisé, c'est pas tout ce que vous voulez. Puis le refund d'Envato, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment, il faut que ça soit, ça ne corresponde pas à la description du produit, ou alors que ça soit, que ça ne fonctionne pas. Mais sinon, il n'y a pas moyen de se faire en plus. Et souvent, les gens achètent en plus de prix là-dessus parce qu'ils font par popularité. Par exemple, vous prenez les thèmes les plus vendus. Je sais pas, je vous parlais d'Avada et Divi par exemple, les thèmes ultra vendus. Pour moi, en termes de code, c'est des blues. Je vais être honnête, un client qui a un Divi, je dois bosser sur son thème, c'est une catastrophe. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des choses de base, vous devez modifier un H1, par exemple, avec un de mes collaborateurs. Un H1, normalement, avec un thème bien conçu, il me faut 3 minutes de chrono. Et encore, je perds plus de temps à me connecter en XTP et à aller chercher le fichier qu'à faire la modification. Là, on était deux, on a mis 45 minutes. Pour un H1. Donc ça vous donne un ordre d'idée de se dire que si juste pour un H1 j'ai mis 45 minutes,
tous les développements qu'on va devoir faire pour ce client-là, ils vont tous prendre 2, 3, 4, 5 fois plus de temps pour des choses toutes bêtes. D'où le fait. Voilà. Ça peut être l'inverse. Hein. Un thème peut être tellement bien fait et propre que j'en ai eu fait avec une couche Symfony hyper propre. Mais alors, pour s'y retrouver, C'est rare. c'est mon choix. Par Ouais, expérience. mais après, pour retrouver tous les fichiers, parce que vraiment, là, il faut de l'expérience. Ouais, il faut pas le D'expert, modifier aussi. Après, si c'est un thème qui correspond à 100% à ce que veut le client et qu'il n'y a aucune modification à faire, ce n'est que la couleur et le logo. Après, c'est que nous, Voilà. enfin, là, moi, j'ai nous, une particularité sur le référencement. On est obligé de taper dans le thème parce qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas en termes de code. Ça ne se voit pas visuellement, mais on est obligé de le faire. Et effectivement, si le développeur du thème a bien fait son travail, on le fait en 2 minutes top chrono. Et à l'inverse, on a fait son travail. Sur les thèmes Forest, sans parler de qualité de code, c'est surtout qu'ils sont faits, ils sont marketés, il y a des belles images avec le logo qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Plein de fonctionnalités. Pour moi, c'est le plus gros problème. Et quand après tu passes sur ton site avec ton logo, Et deux tes images. images, ça ressemble plus à rien. Le polygone pue, et du coup, il devient moche. Et rien qu'en parlant de ça, que sans parler de qualité du thème, C'est le problème, c'est que Voilà, 95% des clients achètent un thème, mais ils n'ont pas de contenu. On parlait de contenu tout à l'heure. Sauf que bah voilà, ces thèmes-là, c'est souvent des thèmes où il y a du contenu. Mais quand vous avez la partie équipe, où il y a sur le thème 6 personnes, des super photos, machin, et votre client qui a 2 personnes, là déjà, c'est compliqué. Oui, avec des photos pour le smartphone. Voilà, et c'est un peu le souci, quoi. C'est que des fois, ils vont choisir des thèmes portfolio pour photographe, et Ils n'ont pas de beau et ils ont 3 visuels de Photolia qui se battent en duel. Et quand on leur dit que l'achat de photos, ça coûte 85 € la photo, et ah bah oui, mais on va les prendre gratos sur internet. Bah non. Donc on va envoyer la comptable faire 2 ou 3 photos dehors, voilà. Et en fait, oui, à bout d'un moment, ça devient super moche. Et c'est vrai que en plus, c'est pas des thèmes faits pour le coup pour être travaillés, parce que des fois, ils sont très bien faits. Et sauf qu'ils sont pas faits pour être modifiés. Et finalement, là, bah oui, c'était pas adapté. Le choix d'un thème est un vrai travail en soi. Hein. D'ailleurs, il y a eu 2 ou 3 conférences là-dessus ces dernières années, que ce soit en WordCamp. Sur le fait de choisir un bon thème, c'est un métier quoi, c'est pas simplement allez, celui-là il est bon, c'est le premier, il est bien vendu. Pour bien choisir un thème, il faut avoir des notions de code. C'est-à-dire que déjà lire le code, est-ce que ça respecte les standards? Est-ce que le code est sécurisé? Est-ce qu'il est rapide à charger? Ensuite, il faut avoir des notions d'ergonomie. Est-ce que le design et la manière dont il est fait va permettre à l'internaute de naviguer correctement? Est-ce que je peux le personnaliser? Comment sont intégrées les fonctionnalités dedans? Est-ce que les fonctionnalités sont vraiment liées à mon thème? Dans quel cas, si je veux changer de thème, je suis bloqué, etc., etc. Et par rapport aux mises à jour aussi du thème, qui peuvent aussi des fois poser problème. Sur Avada, je crois. C'est Avada Avada, dernièrement. j'ai fait une Je tirée crois de que c'était balle. Avada. Expérience, Ouais. un client, développement spécifique, il avait un besoin très particulier sur, il faisait des rembarres de sécurité. Donc on fait le développement spécifique et il met à jour son thème parce qu'il y a une mise à jour disponible et il me dit bah voilà, votre développement ne marche pas. Je suis bizarre, je regarde, effectivement ça ne marche pas. Mais en fait les personnes, alors je ne sais plus si c'est Avada ou Divi, il faut la chose. En gros ils ont carrément dit dans les notes de mise à jour, de toute manière on ne fait pas de rétrocompatibilité. Donc si vous avez fait du spécifique, ça cassera. Ok, donc là on a du tout recommencé. Le client ne lui comprenait pas, donc forcément il est mis en tort. Ben voilà, vous avez fait un code qui n'est pas compatible avec les versions. Et là on fait, mais non, c'est eux qui disent qu'ils cassent la compatibilité avec tout le reste. Et pourtant ça fait partie des thèmes les plus vendus dans la communauté WordPress. Donc c'est compliqué. C'est pour ça, partez sur le sur-mesure. Ça coûte plus cher, mais normalement si votre prestataire est bon, c'est un truc qui est bien fait. Non, il faut apprendre un peu le code pour justement. Souvent dans les thèmes aussi, c'est un peu usine à gaz, c'est-à-dire que derrière la personnalisation, sous couvert de dire oh, on va pas toucher au code, ceci, cela, ça devient des fois une usine à gaz et des fois simplement la pour surcouche en interface. l'interface des thèmes. Les thèmes Là on qui parle incluent de thème Forest, un etc. thème qui inclut Je tout. parle pas du customizer qu'on voit apparaître là Non, mais tu depuis. pourrais parler de Visual Composer ou de Divi. Non mais même des fois du paramétrage simplement du thème. Tellement. Des thèmes qui incluent plein de fonctionnalités. En fait, plus un thème a de fonctionnalités natives intégrées dedans, du type vous pouvez faire des sliders, vous pouvez faire des portfolios, vous pouvez faire ça, plus il faut les faire. Grosso modo. Parce que plus ça veut dire que vous surchargez inutilement alors que vous aviez besoin que de la moitié des fonctionnalités.
Et en général, on en met le plus possible pour que ça plaise aux gens et qu'ils achètent. Donc en général, le code n'est pas... Enfin, par Et expérience. puis les fonctionnalités, c'est pas le domaine du thème. Quoi. Sinon, il y a une En autre. plus, justement pour terminer sur cette personnalisation, des fois juste pour changer un élément, c'est perdu au fin fond des paramétrages du thème. Donc, Oui. déjà, on va passer beaucoup de temps à trouver la fonctionnalité. Tu disais, ne serait-ce des fois peut-être pour changer une simple balise, alors que ça prendrait 2 secondes si on avait un minimum de compétences dans le code, quoi. Et sinon, il y a une autre solution aussi, c'est vous pouvez très bien acheter du thème HTML et faire vous-même vos boucles WordPress dedans. C'est un très bon conseil. Hein. Ouais. Vous n'avez pas de budget pour un graphiste, vous achetez un design en gros, et vous l'intégrez en vous le transformant tellement. Ouais, vous Ça avez vous tout coûtera beaucoup le, moins cher et moins sera joli. tout le JS est fait, tout le HTML et CSS Le sont faits. responsive est nickel. Il n'y a plus qu'à mettre les boucles WordPress par rapport à une page. Et c'est vrai que pour pas mal de sites, c'est intéressant parce que sur du site vitrine, Après, il faut sélectionner ses gabarits, parce que souvent ces gabarits HTML, Voilà. CSS, ils ont 20 000 gabarits, et il faut faire une sélection, Ouais. choisir les blocs qu'on veut, C'est ça, ouais. après composer ses Mais c'est- 5 ou 6 Ça, gabarits. c'est intéressant pour et le après, client les aussi développer. parce qu'on fabrique lui-même avec sa page et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interagir aussi en fonction de ses contenus. Et là, du coup, on peut vraiment aussi personnaliser. Ah, vous avez tel contenu, comment on va le mettre en avant, on peut le trouver. Sur une boutique enfin, e-commerce, vous trouvez un template HTML, CSS qui correspond le plus possible pour vos fiches produits, etc., pour le mettre en avant. c'est une bonne alternative en fait Mm. entre le thème premium et le sur-mesure vraiment avec un designer, etc. Et du coup, on est sur des budgets beaucoup plus élevés. Et c'est vrai que. Ouais, c'est bon. Après, il faut avoir une connaissance en code et s'y plonger un peu, mais on a eu l'occasion depuis 1 an et demi au Meetup de faire des initiations HTML. Enfin, on en refera d'ailleurs sur l'année à venir. Et c'est vrai que voilà, il y a des boucles de base, et après, il suffit d'avoir vraiment une réflexion sur ce qu'on veut faire sur ces pages et avec un Ça, peu de c'est connaissance. valable pour la thème de base. Après, c'est vrai que Oui, quand voilà. tu touches à du WooCommerce, ça. Oui, oui. Là, on parle Après, plus d'un juste pour, site vitrine, on va dire. Oui, déjà. je sais plus pour vous ce qu'il en est, mais pour nous par exemple, on n'a aucune formation en développement web. C'est. J'ai vu, non, mais là, Bah je veux si, dire que Simon, toi, c'est t'en pas- as, je crois. vous n'avez non, pas juste besoin une de avoir fait formation de des développeur études de- en développement web mais pour pas web devenir développeur spécifique. intégrateur et lire le code de WordPress. C'est juste, il faut du temps. Un jour, Oui, voilà. vous commencez à rentrer dedans, vous dites, bah, tiens, je veux juste ajouter un bouton, comment ça marche. Et puis vous triturez, vous cassez des sites, et vous comprenez comment ça marche. Mais je veux dire, n'importe qui est capable de modifier le code de WordPress. Après, pour le faire bien, c'est avec l'expérience, il faut tester, il faut apprendre, il faut regarder, il faut se documenter. Il y a notamment, par exemple ce soir ici, du Meetup, il y a des grandes conférences, il y a des workshops, des choses comme ça. Alors, il y a 20 000 façons d'apprendre sur du WooCommerce, sur du WordPress. Après, il faut se dégager plus tôt. C'est le problème. Justement, la transition par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y aurait des sites justement à conseiller, soit par rapport à la thématique de ce soir, donc commerce ou e-commerce, soit pour débuter, soit pour progresser, soit pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des... Mais par rapport à cette thématique ou par rapport à WordPress Au aussi en commerce, général. déjà, il y a des documentations. Du commerce. Il y a deux types de documentation. Il y en a une très technique, qui est vraiment très très complète, et j'ai oublié l'URL. Et il y a la documentation, on va dire, qui est sur le site de thème, qui est beaucoup plus simple à lire, qui explique les fonctionnalités, un petit peu comment prendre en main les le code. Même un petit peu code, tu vois, ils introduisent du code, mais ils ne vont pas dans les détails. Tu n'as pas toute la doc technique. Et puis après, il y a des blogueurs qui en parlent très bien. En France, il y a Rémi Corson, qui est un des développeurs de WooCommerce, qui a un blog technique qui explique comment faire certaines fonctionnalités dans le code, qui est plutôt pas mal. Après, c'est aussi beaucoup tous les sites de blogueurs et de développeurs WordPress, même si c'est pas spécifique à WooCommerce, vous allez retrouver les mêmes mécaniques. Les équipes de WooCommerce, la manière de coder WooCommerce, c'est exactement le même principe que la manière de coder dans WordPress. Il respecte les standards. Exactement comme dans WordPress, vous allez retrouver des hooks, des actions, des filtres. Vous allez retrouver toutes les fonctions de sécurité, de nettoyage de données, etc. Des choses que vous allez retrouver à l'identique. Tous les sites de développeurs WordPress, les blogs de développeurs WordPress vont vous donner, pour la partie, je parle code, plein d'astuces et plein de compréhension de comment on va optimiser et modifier notre code. Après, il y a quand même beaucoup plus d'objets et d'abstractions dans le code de WooCommerce que de WordPress. Donc il y a peut-être un petit peu plus compliqué à lire, mais enfin, puis il faut comprendre le modèle de données aussi de WooCommerce, comprendre ce que c'est
ce que sont les commandes, ce que sont les utilisateurs, ce que sont les produits, les abonnements, enfin il y a tout un modèle de données à comprendre, pour saisir comment il fonctionne, mais après c'est plutôt simple. Ensuite, après, ça va être des sites plus généralistes, pas de WordPress, mais des sites de marketing, etc. Et là, j'aurais pas dû dans la tête, mais plein de blogueurs, plein de spécialistes du marketing, du e-commerce, de l'ergonomie, etc. Vous avez des livres, hein, tout simplement. Je donne un exemple tout bête, on est parti e-commerce, lisez le livre, alors c'est d'Amélie Bouchy, de mémoire, Ergonomie Web. C'est Oui, je crois. oui. Voilà, c'est tout bête, mais ça va vous apprendre plein de choses sur la manière dont vous allez gérer toute l'ergonomie de votre boutique et comment vous allez faire pour améliorer votre taux de conversion, diminuer la frustration de l'utilisateur sur des choses tout bêtes. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais vous aurez plein d'ouvrages, plein de livres, plein de blogs de ce type. Et puis il y a aussi, si vous voulez en savoir plus aussi sur la communauté WordPress, vous avez aussi, si vous utilisez l'outil Slack, on a une communauté sur Slack de WordPress FR, où toute la communauté est là. Plein de channels suivant les différents sujets. Il y a un channel d'ailleurs e-commerce. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Et puis, il y a toujours du monde. Vous demandez poliment de l'aide. Voilà. En toute cordialité. C'est ça. Généralement, on vous répond. RTF. Oui, voilà. En général, c'est ça. Réponse à Pierre Réponse. Voilà, c'est ça. Poliment, RTF. Est-ce que vous avez des questions? Alors, soit sur la thématique de ce soir, soit autres, hein, propres à WordPress ou à d'autres. Enfin voilà, faut pas hésiter. Hein. Ouais, par rapport au multilangue, c'est quoi vos retours par rapport entre, par exemple, WPML? Alors, WPML, comment dire je suis honnête ou j'essaie d'être gentil? Non, WPML, faut pas. Faut pas. Faut pas. Comment dire? Alors, à une époque, en fait, déjà, il codait avec les pieds, dans le sens, il suffisait d'activer le debug de WordPress pour le développeur, et c'était un sapin de Noël. Il y avait des warnings PHP partout, c'était très joli. Et WPML, c'est le type d'extension où on ne sait pas pourquoi, ça plante. Mais de manière sporadique, un truc qui marche, le jour d'après, elle a planté. Et puis ils peuvent faire des mises à jour, hein, et puis ils laissaient le bug. Je me souviens, il y avait un bug qui était marrant, c'était le bug des idées de catégories. Il y avait un truc de catégorie, ils mettaient EN après. À chaque fois que tu sauvegardes la catégorie, EN. Genre, il a duré 4 ou 5 mises à jour. Voilà. Donc, non, WPML. Et donc, une alternative. Polylang est pas mal. Il a une extension à $99 pour WooCommerce, qui, à mon avis, vaut l'investissement. Si on veut faire une boutique et la rendre internationale, je pense qu'on est prêt à claquer $99. Qui fonctionne Par très an, bien. c'est par an. Faut préciser. Par an, oui. C'est par an parce que. Mais toutes les extensions WooCommerce. Ouais, mais Frédéric Desvins, puisqu'on le connaît, il se rémunère en fait sur le support qu'il propose sur son extension. Juste pour information, un développeur n'a pas le droit de vous vendre du code sur WordPress. Dans la licence de WordPress, le code est open source. Quand on vous donne du code WordPress, ils ne vous vendent pas le code. Donc vous achetez $99, ce que vous achetez, c'est le temps que la personne a passé et le support il est mis à jour très souvent pendant un an. Si vous regardez sur tous les comptes premium, c'est toujours ça. On vous vend l'accès aux mises à jour et au support pendant X temps. Alors des fois c'est de manière à vie, voilà, pour ceux qui n'ont pas gagné d'argent. Et après il y a ceux qui veulent gagner de l'argent et qui le font sur un an. C'est du code GPL, donc forcément. Et il y a qui peut être combiné avec Polylang, c'est Loco Translate aussi. Pour la traduction du thème. Ouais, pour traduire les chaînes, notamment des plugins ou du thème. Parce que Polylang, ça traduit vraiment vos contenus. Je suis un utilisateur, j'ai ma fiche produit, je clique sur un bouton, je vais la mettre en anglais, je vais la mettre en allemand, je traduis. Mais ça ne traduit pas le thème en lui-même, ça ne va pas traduire tout le texte du panier ou le texte que mon thème a mis automatiquement dans le page, etc. Et effectivement, le code translate est bien pensé. Je ne vais pas tester sinon Polyglot, je ne sais pas s'il supporte. Je n'ai pas testé Polyglot. C'est un fonctionnement qui est un peu différent. Hein Polyglot. Ah ok. C'est un fonctionnement un peu différent, non? Polyglot, en fait, il traduit la sortie carrément. En fait, toute la page passe dans une API qui fait la traduction, qui renvoie les... Ouais, c'est ça. Tu as la main par contre sur tout, et puis tu payes à la traduction, je pense. Déjà en tout cas du GPML. Non, c'est pas... Il y a beaucoup de dettes techniques en fait dans WPML. C'est très vieux, ça n'a pas été très bien fait au départ, et ça a continué de ne pas être très bien fait. C'est une usine à gaz.
Puis c'est lourd, le nombre de requêtes. Voilà, puis c'est vraiment usine à gaz, même pour le paramétrer. Est-ce que vous avez des questions sinon, parce que vous parlez de WooCommerce, mais on n'a pas beaucoup parlé de toutes les fonctionnalités qu'on arrive à faire dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, je sais pas, des sites d'hôtels, des systèmes d'abonnement, enfin des types d'abonnements, des choses comme ça. Vous n'avez jamais eu de cas particulier à mettre en place sur WooCommerce? Moi j'avais juste une petite question par rapport au commerce et la fonctionnalité c'est par rapport aux frais d'expédition. Oui. Qui en fait c'est, si j'ai bien saisi, c'est uniquement un forfait qui propose un natif. Et on n'a pas, en l'occurrence pour mon client ce serait au poids. Alors, je crois que c'est faisable. Si, tu peux mettre des conditions ou pas en fait. Alors c'est dans les c'est classes de livraison. Alors, c'est ce qu'on disait, l'interface, l'ergonomie côté administrateur de WooCommerce, elle n'est pas hyper limpide, mais ça, c'est des choses qui sont. Alors, soit c'est natif, soit c'est une simple extension. Je ne sais plus, mais je sais que c'est faisable facilement. Ouais. C'est plutôt compliqué, c'est quand on veut les cumuler. Par exemple, nous, on a eu des clients, c'était par exemple pour la Corse, il fallait des transports différents, et en plus des transports différents en fonction du poids, et puis ça avec d'autres contraintes, on part à l'étranger, donc on repasser sur d'autres systèmes, et c'est plus qu'on complexifie comme ça, que là ça devient compliqué. C'est avec un transporteur particulier. Alors pour l'instant c'est Colissimo, c'est la Poste. Ouais. Il y a un plugin qui a été fait par Rémi Corson qui dispose sur la repository. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si je pouvais faire confiance ou pas. Là, tu peux faire confiance, il est bien l'expertise pour c'est partie des. Rémi Corson, pas mauvais. Historiquement, Rémi Corson, il a développé comme ça au départ et il s'est fait embaucher par WooCommerce après. Puis par automatique. Et par automatique. Mais après, c'est pareil, quand il y a un c'est pour ça que d'avoir un autre site à côté de test, c'est excellent parce que moi, on installe l'extension, on la teste. On fait les 3-4 passages de commande bidon, on voit tout de suite comment ça réagit, et on se dit oui ça marche ou non ça marche pas. Et puis pas hésiter aussi à demander sur le Slack par exemple. Des retours d'expérience. Sur Twitter aussi. Twitter aussi. C'est vrai qu'en général les retours sont assez. Enfin, c'est les retours d'expérience. Voilà, parce que nous, c'est que les questions que vous posez, nous on se les posait aussi à un moment donné, donc on a testé et puis on s'est dit là ça marche ou ça marche pas. Par exemple, au début, moi je faisais des plugins avec du HTML. Voilà, et maintenant je ne le fais plus. Voilà, on le sait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Automatiser une place de marché, par exemple, Alibaba, Amazon, faire un site e-commerce vitrine, ouais. Et ensuite ça passe par une extension, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on importe depuis. À partir d'un produit vendu sur une place de marché, ouais. Que ça passe juste par nous, qu'on fait par exemple, on est apporteur d'affaires en fait. Ah, c'est de l'affiliation. Oui, enfin. Du dropshipping. Ouais, c'est du dropshipping en fait. Enfin, alors là c'est que la question du système d'import, il faut voir où tu récupères la donnée. Après, moi je vais être honnête en tant que référenceur, c'est une catastrophe. Parce que comme on va importer le même site, avec la même image, avec le même push de texte, c'est faisable. Mais c'est compliqué. Et puis, même là, certes on peut faire un peu d'argent, mais d'un point de vue marketing, on vend le même produit que les autres. Pourquoi les gens iraient sur notre site? Et en général, en force de frappe Amazon, voilà, derrière, en termes de marketing, en termes d'ergonomie, en termes de puissance en référencement, vous avez une fiche produit, vous jetez contre Amazon, c'est faisable, on arrive à décrocher des places contre eux. Mais c'est plus long, plus compliqué, plus coûteux. Donc après, en tout cas, d'un point de vue technique, ça dépend où on va récupérer la donnée. Sous quel format on peut la récupérer pour l'importer. Après, les fonctions d'import, oui, on parlera mieux que nous, je pense qu'il a fait pas mal de choses comme ça sur des imports. Ouais, sur des imports, après là, ça j'ai jamais fait. Par contre, je sais qu'il y a pour l'inverse, c'est-à-dire si tu as une boutique et que tu veux vendre sur Amazon, tu as des passerelles qui existent. Alors, petite remarque, référencement par rapport à ça, si vous faites sur une plateforme e-commerce, vous vous envoyez sur des places de marché, ce que vous envoyez, c'est une version différente de vos fiches produits. C'est-à-dire que vous avez votre boutique e-commerce, d'accord, vous avez 100 fiches produits, vous dites, bah, moi je vais faire me greffer sur la plateforme d'Amazon, la marketplace, donc j'envoie mon catalogue, comme ça mes fiches produits apparaissent sur Amazon et je peux le vendre sur Amazon. Et il faut être honnête, vous allez vendre beaucoup plus sur Amazon que sur votre site, surtout au démarrage. Le problème c'est que les gens, ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est qu'ils exportent leur catalogue et ils l'envoient brut. Donc vous envoyez à Amazon tous vos descriptifs, toutes vos images. Et un moteur de recherche, c'est bête et méchant, c'est incapable de déterminer quel est l'auteur original. S'il voit deux contenus identiques, le seul critère de différence est la popularité. Le site le plus populaire est toujours l'auteur original.
si vous êtes plus populaire qu'Amazon, je peux bien acheter votre site. Voilà, vous perdrez forcément. Juste sur de l'e-commerce, sur du WooCommerce, dès que vous exportez votre catalogue produit, à peu importe la personne, le site chez qui vous exportez, vous devez envoyer une version différente que ce que vous avez sur votre site. Si je prends, nous, dans nos clients, l'agence immobilière dont je parle, ils renvoient leur fiche de bien immobilier sur 3 autres agences françaises. Bah, ils ont 3 textes différents qu'ils envoient sur ces 3 agences. Pour justement éviter cette problématique. Par contre, ça veut dire qu'imaginez bien, vous avez votre fiche produit, vous l'envoyez à 3 autres sites, c'est pas une fiche produit à rédiger, c'est 4 fiches produits à rédiger. Donc vous avez 100 biens immobiliers, vous avez 400 fiches, 400 descriptions à rédiger. Ça prend du temps, c'est compliqué, etc. Pour juste en avoir conscience. On peut pas faire un petit script qui mélange les mots. Ça marche du spinning, mais voilà, je vous le déconseille. Non, il faut éduquer un bot, déjà. C'est ça. Elle rédige. L'intérêt de justement pas faire ça, c'est pour pas perdre le trafic qui En fait, c'est pourrait pour générer sur pas notre que site. Google vous pénalise. Parce que Google va vous pénaliser, parce qu'il va retrouver 2 fois le même contenu identique sur 2 sites différents. Il va considérer toujours qu'il y a un auteur original et des gens qui sont des plagieurs, et il pénalise tous les contenus qui ont été plagiés. Et comme le seul critère sur lequel il se base, c'est la popularité, si vous envoyez votre contenu sur des sites plus populaires que le vôtre, c'est fini. Vous êtes cramé de piste. Même pas sur la date. Bah non, parce que Google connaît que la date à laquelle il indexe. Google connaît seulement la date à laquelle lui il a découvert votre contenu. Mais si moi là aujourd'hui je peux dire, je peux aller sur mon site, je vais dans mon dernier article et je dis que ça a été publié en 1999. Bon après ça me le permet, hein. Je mise déroulante, je choisis l'année, c'était en 99. Donc sur le site il y a marqué que le dernier article a été publié en 1999. Et pourtant Google lui il sait juste qu'il a découvert plus tard. Sinon ce serait trop simple de tromper le moteur de recherche. Mais justement, si vous envoyez tout votre catalogue sur Amazon, logiquement c'est Amazon qui devrait du coup être pénalisé. Alors, c'est qu'il connaît la date à laquelle il le découvre, mais lui, il ne peut pas savoir la date à laquelle ça a été publié réellement. C'est pas parce qu'il le découvre aujourd'hui que ça a été publié aujourd'hui, ça se trouve que ça a été publié il y a 2 semaines, mais lui, dans son indexation, il a découvert que maintenant. Donc ça peut pas être un critère pour lui qui permette de différencier quel est l'auteur original ou pas. C'est fourbe en moteur de recherche. Et puis là, il n'y a pas de lien en fait, puisque c'est des contenus qui sont envoyés, qui sont après réimportés. Ouais. Donc c'est pas comme si tu avais un lien qui pointait. C'est pas comme si Amazon faisait dans chaque fiche produit un lien vers votre site. Ça, ce serait bien. Un Canadicole. Il n'y a pas de Canadicole, de base Canadicole. Bah non, là c'est vraiment de l'importation, c'est-à-dire qu'on envoie un flux, et le flux après il est réimporté dans les marketplaces. C'est pour ça que dans WordPress, dans les paramétrages de base, quand vous êtes dans le menu réglage lecture, vous ne mettez jamais les flux RSS. C'est une option pour dire est-ce que je mets tout mon contenu dans le flux RSS ou qu'un extrait. C'est pour ça qu'on met toujours qu'un extrait. Parce que les référenceurs, ils ont des petits robots, ils appuient sur un bouton, ça aspire vos flux RSS et ça publie sur leur site. Donc c'est très facile de voler du contenu sur Internet. Alors après, c'est pas ça qui va les bloquer, mais disons que si on peut leur enlever au moins cette possibilité, ça. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est quand même plus difficile de scraper du HTML que du XML. Ouais. Voilà, ça, faites attention à ça, en tout cas sur l'e-commerce, surtout, c'est hyper important. Et tout comme le fait si vous faites de la revente de produits, parce qu'on a dit tout à l'heure, ne copiez pas le contenu. Vous imaginez pas, vous êtes, je sais pas moi, vous appelez Samsung, il a sa fiche produit. Vous prenez n'importe quelle fiche produit Samsung, vous copiez-collez le premier paragraphe, vous le mettez dans Google, vous allez voir le nombre de sites qui font des copier-coller de la fiche produit à l'identique, parce qu'ils ne veulent pas se compliquer la vie et forcément ces sites se référencent. Voilà. Vous faites quel type de modification quand vous changez? On reprend les idées, on renote, effectivement si je présente une télé, je vais présenter la télé, hein. Je vais forcément reparler des fonctionnalités, mais je le réécris. Donc, si on a 100 produits qu'on veut mettre sur Amazon, il faut refaire. Il faut écrire sur les 100 fiches produits. Et c'est du texte qu'on ouais, on réécrit tout le texte, hein. On reprend la fiche produit. Et le mieux dans ces cas-là, c'est de le faire écrire par quelqu'un d'autre. Parce que, alors sans vous en rendre compte, chacun d'entre nous, on a une façon d'écrire. Vous écrivez 100 articles, vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous lisez vos articles les uns après les autres, vous avez la même manière d'écrire. Vous allez tout de suite voir quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit, parce que c'est pas les mêmes tournures de phrases, pas les mêmes expressions, pas les mêmes les tics de langage qu'on peut avoir. Même là, juste à l'oral, on a des tics de langage qui reviennent tout le temps. Voilà, c'est propre à chacun et c'est pareil quand on écrit.
que vous avez des questions? Donc, moi, je fais de l'intégration en masse dans le contenu. On me demande de faire du contenu. J'intègre 700 produits en même temps, une même famille de produits, 3 familles différentes. Ouais. Moi, je travaille avec Excel et je fais du... Bon, référencement, ça va être tout, c'est extrêmement compliqué. Comme c'est des produits assez de niche, ça va, mais on peut faire beaucoup mieux, sauf que ça prend énormément de temps. Ah bah, faire des vrais contenus, ça prend un vrai bon contenu de qualité, à la fois pour le référencement naturel et à la fois dans le marketing, c'est énormément de temps. Enfin, faut être honnête, on ne fait pas un contenu comme ça qui va convertir des clients et qui va se référencer du premier coup. Enfin, clairement, ça peut marcher sur des sites de niche, mais dès qu'on va être sur un peu du concurrentiel, ça ne marchera pas. Et puis en plus, les gens vont forcément, après en lisant, ça se sent en tant que référenceur. C'est direct s'il y a un référenceur qui est derrière et que le site a été créé de toutes pièces juste pour faire du clic ou juste pour faire du lien. Ça se voit, mais à une vitesse. Et le moteur de recherche, il est pas bête. Il le voit. C'est juste qu'il laisse traîner. Et puis c'est comme à chaque fois, il balance un algorithme d'un seul coup et ça va calmer tout le monde. Les gens vont recommencer, et puis ça va recommencer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'était clair ce qu'on a dit. Les extensions pour les ERP, l'équivalent ERP pour WooCommerce, il faut avoir un autre outil que WooCommerce ou d'autres extensions. WooCommerce n'est pas fait pour être un ERP. Non, mais est-ce qu'il y a des extensions ou alors il y a des passages et des ponts avec un Déjà, il faut demander aux développeurs de son ERP. Je sais pas, moi, vous utilisez n'importe quel ERP, vous leur demandez est-ce que vous avez déjà une extension? Parce que si vous avez la problématique, ils ont d'autres clients dans le même cas. Quand WordPress, là maintenant, c'est 29% du web mondial maintenant. Vous pouvez me dire qu'il n'y a forcément pas que vous qui avez la problématique pour vous greffer un ERP. Alors, sauf si c'est l'ERP du mec du coin qui a fait ça tout seul, etc. Ouais, maintenant il y a de plus en plus, enfin, j'avais été voir chez Sage, maintenant chacun propose ses propres passerelles en fait. Donc après c'est un coût plus en support, mais il faut bien se renseigner. Mais il y a de plus en plus de passerelles effectivement faites par les éditeurs, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, WooCommerce, mais comme à la banque, les passerelles bancaires maintenant proposent de plus en plus du WooCommerce comme au même titre que PrestaShop ou Magento. Donc il ne faut pas hésiter à leur demander en natif aussi ce qu'ils proposent en kit par exemple pour les passerelles bancaires. Mais c'est vrai que c'est plus complexe effectivement si c'est un petit éditeur du coin. Là, ça implique du temps de développement ou trouver quelqu'un qui est spécialiste sur l'importation, la connexion. Et en général, les gens viennent à WooCommerce parce qu'ils sont déjà sur WordPress. C'est bizarre, on fait du e-commerce s'il y a une création de site. Pourquoi ne pas prendre PrestaShop directement? Pourquoi passer par du contenu? Parce que c'est le prestataire. En fait, il demande un prestataire, le prestataire, c'est souvent lui qui dit allez sur PrestaShop ou allez sur WooCommerce. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il préfère lui, parce qu'il connaît mieux le... Soit qu'il préfère, soit parce qu'il a des a priori, soit parce qu'il est compétent dessus. Vous allez voir n'importe lequel de nous quatre, on va vous faire du WooCommerce, on ne va pas vous faire du PrestaShop ou du Magento. Mais vous aurez des agences qui vont faire que du PrestaShop ou du Magento. Après, c'est pareil, on est des pro WordPress, mais on ne dit pas que les autres CMS sont mauvais. Si vous avez quelqu'un qui est un bon développeur PrestaShop, vous aurez un très bon site. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais après, ça va dépendre aussi, justement, comme tu disais au tout début, du cahier des charges. En fait, c'est vraiment ça qui va définir pourquoi on va utiliser tel ou tel outil, en fait. Parce que, on sait que WooCommerce, suivant certaines choses, on peut se dire, là, on dépasse peut-être le champ de compétences ou on va peut-être, dans des évolutions futures, et à un moment, on va peut-être être bloqué, donc on va plutôt s'orienter vers un autre outil, mais inversement aussi. C'est pour ça qu'un cahier des charges, c'est vraiment important d'avoir une idée. Le gros avantage de WooCommerce, c'est vraiment que vous avez une communauté qui éclate toutes les autres. 29% du web mondial, quand les PrestaShop ou Magento doivent être à 2 ou 3% de mémoire. Quelque chose comme ça. Donc, clairement, vous avez beaucoup plus de développeurs, d'intégrateurs, de freelance qui viendront vous épauler. Et le seul avantage que va avoir WooCommerce par rapport à PrestaShop Magento, et ça en tant que référenceur, c'est clair et net, la gestion de contenu. Que vous n'aurez pas sur PrestaShop et Magento, et pour lequel, en fait, sur PrestaShop et Magento, vous allez être figé en tant que référenceur sur je fais ma fiche produit. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire des contenus à côté. C'est plutôt ça. Sur la fiche produit, on n'est pas bloqué. Alors, moi, comme j'ai développé des sites avec les trois, vraiment,
et là je te rejoins là-dessus, la force de WooCommerce, c'est ça, c'est WordPress en fait. On peut faire, C'est facile de faire des du passerelles contenu à côté, un petit blog. Voilà, C'est tout pas est mal. intégré. J'ai un contenu et je suis capable dans mon contenu d'afficher automatiquement les fiches produits associées. Ou dans une fiche produit d'afficher les Et je contenus. dirais même avec de ça. manière très simple, au-delà de dire je fais des pages, des articles et j'ai mes fiches produits e-commerce, on peut même faire des types de contenu encore en plus. Sans avoir trop à développer, on rajoute une extension, on crée un nouveau type de contenu personnalisé et hop, c'est là on fait un bout de template. Et ça dans les autres solutions, c'est déjà tout de suite beaucoup plus compliqué, il faut faire du développement spécifique, refaire des extensions, J'ai etc. bien conscience que l'étude de marché, comme on disait juste avant, est hyper importante parce que la plupart des gens qui font des sites e-commerce ou des sites de prestation de services, peu importe, partent de leur service. Ils disent voilà, je vends tel produit ou je vends tel service, donc je vais faire des fiches de présentation. Et ils ne partent pas du besoin. Un exemple que je donne dans certains cours que je donne en école, la marque Hudson, alors son site est moche, allez voir, faites un tour, mais ils ont bien compris le système, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur site qui est où ils présentent leurs fiches produits. Alors Hudson, ils font tout ce qui est produit, des matériaux pour bricoler, faire des joints de salle de bain, etc. Et ils ont toute une section de leur site, c'est comment changer le joint de ma douche. C'est tout con, mais vous partez du besoin de la personne, j'ai ma douche qui fuit, j'ai besoin de changer le joint, je l'ai jamais fait, comment je fais? Donc je tape changer le joint, voilà. J'arrive sur leur site, j'ai le descriptif, dans le descriptif ils parlent de leurs produits, et ben il y a de fortes chances que j'aille acheter leurs produits. Donc c'est ça où WooCommerce va s'allier à WordPress, c'est que vous pourrez faire cette gestion-là. Puis il y a toute une typologie de produits aussi qui est faite pour par exemple, je sais pas, si tu vends de l'accès à des cours, de l'accès à certains de tes articles, tu peux le faire en WooCommerce. Et ça a tout son intérêt là-dessus. Alors que faire un PrestaShop pour vendre des cours ou pour vendre de l'accès à des articles, c'est pas ça. On a fait un développement pour un site de presse par exemple. Ils voulaient faire un type de contenu, c'est ce qu'ils appellent eux des dossiers. Ce dossier est accessible uniquement sur Paiement. On s'abonne à l'année et on a accès au dossier. Ce qu'on ne pourra pas du tout faire sur le PrestaShop ou du Magento. Ou alors si, mais en se compliquant tellement la vie que. Donc voilà, tout dépend effectivement du besoin initial. C'est des solutions qui sont effectivement soit axées téléchargement de logiciels ou très axés produits. Ils sont pas à la base axés abonnement par exemple, pas du tout. L'abonnement, c'est pour gérer avec WooCommerce. Alors WooCommerce le fait, vous avez aussi un concurrent, alors pour purement les produits numériques, téléchargement, accès, Easy Digital Downloads, qui est une solution e-commerce aussi, mais spécifique sur les biens immatériels. Communauté un tout petit peu moins grande, donc il y a moins de... Bon, après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Tout dépend de quel est les charges. Une dernière question, Bah, merci à toutes et tous d'être venus, et puis j'espère que ça vous a plu. Merci. Ouais. Puis bah, n'hésitez pas à les interpeller, et puis bah, on se suit après si jamais vous voulez continuer la discussion. Voilà. Ouais, du coup, on mettra des liens, je les enverrai par mail sur un meetup et puis on les mettra sur le site internet. Le prochain meetup, c'est le 12 décembre. Animé par David. En janvier, il y a de fortes chances, c'est encore à conclure, mais que ce soit un meetup pour les blogueurs et blogueuses qui ont des questions un petit peu particulières, notamment du contenu, des problématiques autour des produits, des thèmes, etc. Et après, on n'a pas encore défini le programme, mais je sais qu'il restait des choses, notamment sur François qui voulait faire une intervention sur le choix justement d'un builder pour son contenu éventuellement. Et il y a un prochain meet-up qui devrait arriver aussi sur l'accessibilité, pas l'accessibilité, non, sur toute la partie de bien coder. Les commentaires. Ouais, voilà, sur le fait de bien coder, par rapport à accessibilité. Oui, d'accord. Et donc voilà, sur HelpQuest, oui, d'accord. sur le fait de faire du code bien. On peut les retrouver. Alors sur le site, c'est sur le site en fait qu'on met les liens. Donc c'est le site c'est wpayment.org.
y a un Twitter aussi, WP Nantes. Il y a aussi... Alors, donc c'est WP Nantes tout attaché sur Twitter, wp-nantes.org pour le site. Et un channel Slack WP Nantes aussi. Il y a sur Slack. le Slack de WordPress FR, c'est le channel WP Nantes tout attaché. Il y a un groupe Facebook ainsi que la page Facebook. Et puis la page Meetup aussi, récupérée aussi. En gros, vous n'avez aucune excuse pour pas. Voilà. Il y a tout. Bon, merci d'être venu. Merci. Si vous avez des questions, Ouais.